Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les Bleus reçus à l'Elysée malgré sa défaite hier face au Portugal. La sélection française a été invitée par le chef de l'État. Il salue ainsi le beau parcours des joueurs qui ont fait vibrer tout un pays pendant un mois. François Hollande profitera-t-il de cette parenthèse dorée? Le débat est à suivre. Le projet de loi biodiversité de retour au Sénat pour une nouvelle lecture. Un texte qui pourrait consacrer l'inscription du préjudice écologique dans la loi. Une reconnaissance tardive mais rendue nécessaire depuis la catastrophe de l'Erika en 1999. Analyse et décryptage dans cette édition. Le système de retraite est-il pérenne en France? Le rapport du comité de suivi a été remis à Manuel Valls ce matin. Il note une amélioration lente mais sensible de notre système tout en appelant à des évolutions. Le détail dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30, Tamtra Nuyer, Saveria Rojek en direct du Sénat. Pour toutes les réactions à l'actualité de ce jour, le multiplex, c'est tout de suite. La fin du rêve des Bleus. Hier, les Français se sont inclinés face au Portugal en finale de l'Euro de football 1-0 après prolongation. Malgré la défaite et la déception, les joueurs ont été reçus à l'Elysée à midi par le chef de l'État. Pourra-t-il tirer profit de cette ferveur populaire qui entourait l'équipe nationale depuis le début de la compétition? Élément de réponse avec Cécile Sixou et Héloïse Grégoire. Visage fermé, les Bleus font grise mine en arrivant à l'Elysée. Didier Deschamps et Hugo Lloris mènent la marche vers le perron où les joueurs sont remerciés par François Hollande. Pas de sourire sur la photo de famille, malgré les encouragements de quelques supporters venus leur dire merci à l'entrée de l'Elysée. Je suis là pour voir les Bleus. J'ai appris que les Bleus étaient invités par le président de la République. Donc, comme je repars ce soir sur Antibes, je me suis dit, mais voilà, je vais me présenter à l'Elysée. Défaite sportive, mais victoire économique. Selon Patrick Caner, le ministre des Sports, l'euro aurait généré 1 milliard d'euros d'activités économiques, auxquelles s'ajouteront les retombées de la TVA. Autre victoire pour la France, celle de l'image. L'euro pouvait commencer dans les pires conditions. Rappelez-vous, une semaine avant les inondations, quelques jours avant encore les pénuries d'essence, les grèves à la SNCF. Vraiment, on pouvait avoir de grosses difficultés. Pourtant, le peuple s'est rassemblé et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. En assurant l'événement sans presque aucun encombre, la France a posé une pierre dans le jardin des JO de Paris. Et sur le plan de la sécurité, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a estimé que l'organisation de cette compétition a été un succès. On l'écoute. En un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1550 interpellations, dont 891 ont été suivies de garde à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison, fermes ou avec sursis. 64 mesures de reconduite à la frontière et 32 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Et les champions portugais sont rentrés chez eux à Lisbonne. Vous le voyez sur ces images, accueillis en héros par tout un peuple. Il faut dire que c'est la première fois que la Seleção remporte une compétition internationale. Cette séquence est bien d'euphorie assortie d'un certain engouement des Français pour leur équipe. Va-t-elle avoir un impact positif sur le chef de l'État? On en parlera avec nos invités à 18h. Et on en vient à présent à l'actualité parlementaire avec la nouvelle lecture du projet de loi biodiversité. Un examen rendu nécessaire faute d'accord entre les deux assemblées. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tamtra Nuyer en direct de l'hémicycle. Bonjour Tam, vous suivez pour nous la séance aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux de cette nouvelle lecture? Mais écoutez, vous l'avez dit Delphine, on arrive à la fin d'un processus au long cours puisque le début de l'examen de ce projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, c'était déjà il y a
plus de 2 ans, en printemps 2014. C'est le moment lors duquel le gouvernement a déposé ce texte sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et depuis, il y a eu 2 lectures dans chaque chambre et donc l'échec au mois de mai de la commission mixte paritaire lors de laquelle députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord. Alors, tout ça, c'est tout de même un processus parlementaire relativement normal. Ce n'est juste pas une procédure accélérée, même s'il y a eu certes beaucoup de temps entre les différentes navettes. Ça a permis à l'adoption conforme de 102 articles, c'est-à-dire exactement dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il reste encore une 50aine d'articles à débattre et sur lesquels il y a des divergences profondes. D'abord sur la question du préjudice écologique, sur sa définition, mais aussi sur son inscription dans le Code civil et sur son régime de réparation. Il y a également des divergences sur l'instauration d'une taxe sur l'huile de palme. Et enfin, il y aura un long débat certainement sur la question des pesticides néonicotinoïdes et sur leur interdiction. Sachez qu'au Sénat, en tout cas, il y a une sorte de changement de pied entre les 2 différentes lectures. Au mois de janvier, la lecture s'était déroulée dans le sillage de la COP21 et de ses bonnes résolutions. Tandis qu'au mois de mai, la majorité sénatoriale a véritablement passé le texte à la moulinette. Et pour de nombreux sénateurs de gauche, c'est là le marqueur de la primaire de la droite qui s'est donc inscrit dans l'examen de ces textes. Et ça a été aussi le fait de l'action de puissants lobbies, notamment agroalimentaires. Merci beaucoup Tam, et voyons à présent ce qu'en attend Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité. Qu'attend-elle de cette nouvelle lecture? Elle était au micro de Saveria Rojek il y a quelques instants. Barbara Pompili, comment abordez-vous cette nouvelle lecture au Sénat? Pour vous, vous aviez déclaré publiquement que la dernière version votée par le Sénat était assez loin, même bien loin des objectifs du gouvernement. Vous pointiez le rôle des lobbies. Et aujourd'hui ? Oui, écoutez, les lobbies sont toujours présents et je crois qu'ils resteront là jusqu'au bout. Le principe, moi, que j'essaye de mettre en place, c'est un principe de co-construction. Et d'ailleurs, le Sénat avait complètement joué ce rôle en première lecture en améliorant considérablement le texte. Ça s'est moins passé en seconde lecture, certainement aussi parce que le contexte politique extérieur se durcit et forcément ça a des retombées. Mais il faut que nous pensions, et je crois que nous devons tous penser collectivement, et c'est ce que je vais dire lors de mon discours tout à l'heure, que nous sommes en train de faire une loi pour l'avenir. Nous ne faisons pas une loi pour maintenant, pour les circonstances actuelles. Donc on doit vraiment tous avoir ça en tête pour que cette loi donne les outils pour que nous, aujourd'hui et demain, nous puissions retrouver une meilleure biodiversité, avoir aussi une politique de protection de la biodiversité qui soit en harmonie avec notre développement économique. Ce sont des gros enjeux et ils ne doivent pas être confisqués par des petits enjeux. Absolument, mais comment vous expliquez le retard des sénateurs sur ces questions, ou en tout cas une partie de ces questions? Est-ce que le Sénat aujourd'hui est rétrograde sur la question de la biodiversité? Les sénateurs, souvent, on dit qu'ils défendent le monde rural, les petits élus. Et je crois qu'ils font une erreur d'analyse, tout simplement. Défendre la ruralité, ce n'est pas avoir une vision passéiste sur les questions de biodiversité. Au contraire, en protégeant la biodiversité, on protège notre environnement, mais aussi on a des opportunités de développement économique. Et n'oublions pas aussi les services rendus par la biodiversité. On le voit par exemple sur les zones humides qui aujourd'hui ont beaucoup régressé et qui auraient certainement beaucoup aidé pour éviter l'ampleur qu'ont eu les inondations dernièrement. Donc tout est lié. Et je crois qu'en fait, ils sont assez représentatifs d'un manque de prise de conscience des enjeux de la protection et de la reconquête de la biodiversité. Donc c'est un travail aussi pédagogique à faire. J'espère pouvoir le faire auprès des sénateurs et j'espère aussi, dans les mois qui viennent, faire ce travail pour qu'on arrête d'être sur des caricatures et qu'on voit la réalité de la nécessité de protéger la biodiversité. Alors, sur les sujets emblématiques, ou en tout cas dont on a beaucoup parlé, comme les néonicotinoïdes, l'huile de palme, aujourd'hui, vous pensez qu'un compromis peut sortir de cet examen au Sénat? Écoutez, au Sénat, je ne sais pas. En tout cas, on a vu qu'on a avancé sur cette question. Pour le coup, là, le fait que la loi mette du temps à mûrir et qu'il y ait beaucoup de lectures a permis d'évoluer. Et même les positions du Sénat, qui au départ ne voulaient même pas entendre parler d'une interdiction dans la loi, ont évolué et ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'on va arriver à un texte sur lequel tout le monde se mettra d'accord? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on arrive à un texte qui permette l'interdiction très rapide des néonicotinoïdes tout en aidant bien sûr les agriculteurs en leur faisant passer
ce passage qui est délicat pour qu'ils puissent aussi bien le vivre, parce que les agriculteurs sont quand même les principaux concernés dans tous les sens du terme et ils ne doivent surtout pas être mis de côté. Une dernière question très rapidement sur les primaires. Emmanuel Cos a qualifié les primaires d'Europe Écologie Les Verts de petites primaires pour un petit parti. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce que je pense surtout, c'est que oublier le contexte général, qui est une montée des extrêmes, qui est aujourd'hui un côté tripartite, qui est que aujourd'hui, si on regarde tous les sondages, la gauche n'est pas au second tour, et c'est le Front National et la droite au second tour. Tous les gens qui souhaitent que ce ne soit ni la droite ni le Front National doivent se poser la question de comment on fait pour se rassembler. Et là, encore une fois, il y a des stratégies d'isolement, de séparation et de perte. Les Verts organise ses propres primaires. Je considère qu'ils fassent des primaires, c'est pas la question. Je considère qu'ils sont tout petits. Et en plus, quand ils disent qu'on veut rassembler, quand ils ont passé leur temps à exclure tous ceux qui pensaient différemment, c'est quand même un peu paradoxal. Mais ce que je dis simplement, c'est que tous ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est le passage d'une droite dure ou du Front National, doivent réfléchir à comment on fait pour se rassembler et pas comment on fait pour se diviser. C'est difficile. Mais effectivement, c'est plus facile de rester pur dans son coin en laissant les choses se faire. Très bien. Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré il y a environ 30 minutes. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la primaire d'Europe Écologie Les Verts, l'article de François Vignal à lire sur publicsénat.fr avec l'interview de la sénatrice Esther Benbassa. Et dans le projet de loi biodiversité, on s'arrête un instant sur une disposition qui va peut-être connaître la fin de son long marathon parlementaire. Il s'agit du préjudice écologique. Il devrait être entériné définitivement et inscrit dans la loi après des années d'attente et de va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et 17 ans après le naufrage de l'Erika, comme nous l'explique Faustine Saint-Geniès. Le préjudice écologique, bientôt inscrit dans le Code civil, c'est un combat de plus de 17 ans qui pourrait s'achever avec l'adoption du projet de loi biodiversité. Tout commence avec le naufrage de l'Erika en 1999, 400 km de plages souillées, une faune et une flore dévastées, et le début d'une procédure longue et incertaine. Il faudra attendre 2012 pour que la Cour de cassation reconnaisse le préjudice écologique causé par le naufrage de l'Erika. C'est aussi un signe très important aujourd'hui où il y a tant de plateformes en mer. C'est un signe qui leur est adressé. Si vous avez un accident et que vous en êtes responsable, vous paierez les dommages sur la côte, même si c'est très loin de la côte. Bruno Retailleau, alors président du Conseil général de Vendée, se félicite et veut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le soulagement, parce que c'est 13 ans de combat. Et surtout, désormais, on sait que la mer n'est pas une zone de non-droit. La mer n'est pas une zone d'impunité. Il s'empresse alors de déposer une proposition de loi pour l'inscrire dans le Code civil. L'initiative fera long feu. Adopté à l'unanimité par le Sénat en mai 2013, le texte attend toujours pour être examiné par l'Assemblée, bloqué depuis 3 ans dans les méandres de la navette parlementaire. Dans le même temps, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, reprend la main sur le dossier en vue de présenter un projet de loi emblématique sur le sujet. Il restera lettre morte, maintes fois annoncé, jamais déposé. Il faudra donc attendre 2016 et se contenter d'un article introduit par le Sénat dans le projet de loi biodiversité. Mais pour cet avocat spécialiste du droit de l'environnement, l'essentiel n'est pas le principe mais son application. Une fois que vous avez déclaré que vous alliez réparer le préjudice écologique, il faut savoir comment le réparer. La difficulté majeure, c'est évidemment de savoir ce que ça coûte, ce que coûte un arbre, ce que coûte de la steppe millénaire. C'est ça, c'est la difficulté de chiffrer. Il n'y a aucun guide aujourd'hui, il n'y a aucune nomenclature du préjudice écologique. Il existe bien un mécanisme de compensation écologique, insuffisant pour l'instant pour trancher au cas par cas. Les déclarations de patrimoine du sénateur LR Henri de Rincourt transmises à la justice par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle a émis un doute sérieux sur la sincérité de ces déclarations. Henri de Rincourt a également été ministre des Relations avec le Parlement, puis de la coopération de 2009 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. De nouvelles règles pour calculer les pensions, c'est l'une des préconisations du comité de suivi des retraites qui a remis son 3e avis annuel à Manuel Valls, faute de quoi le niveau de vie moyen des retraités pourrait se dégrader, même si Matignon se félicite de la réforme de 2014. Explication Stéphane Amalian. Le gouvernement se veut très positif suite à l'avis du Conseil d'orientation des retraites. Le rapport souligne une amélioration progressive de l'équation financière de l'assurance vieillesse.
Pour la première fois depuis le début des années 2000, cette année, les régimes de retraite vont être à l'équilibre. La branche retraite de la sécurité sociale, puisque c'est la sécurité sociale qui paye les retraites dans le secteur privé, nos régimes de retraite sont à l'équilibre. En réalité, 2 conditions sont à réunir sur le long terme pour stabiliser les comptes. Un taux de chômage à 7% et une croissance minimum de 1,5%. Des objectifs réalisables selon Yannick Moreau, présidente du comité de suivi des retraites. L'équilibre est maintenant tout à fait à portée avec une croissance d'environ 1,5% par an. Des comptes redressés, mais l'avenir des retraités inquiète. Leur niveau de vie est actuellement supérieur à l'ensemble de la population avec en moyenne 2049 € par mois. Mais les retraites sont indexées sur l'inflation. Elle augmente donc moins vite que les salaires des actifs. Le comité de suivi des retraites envisage donc de modifier ce mode de calcul sans donner davantage de détails pour le moment. Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur, le socialiste Georges Labazée est notre invité, élu des Pyrénées-Atlantiques, ancien président du département. Il accompagne, vous allez le voir, les petites et moyennes entreprises qui parviennent à recruter grâce au dispositif Embauche PME. Un dispositif d'ailleurs que le chef de l'État veut prolonger. Reportage de Mounir Soussi. Georges Labazée, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, membre de la commission des affaires sociales au Sénat et vice-président de la délégation territoriale aux collectivités locales. Le Pays Basque sur la voie d'une plus grande unité administrative. Le territoire se prépare à vivre une fusion sans précédent. 158 communes s'apprêtent à rejoindre le même établissement public de coopération intercommunale. Avec 300 000 habitants, ce sera le plus grand de France. Cette alliance permettra de peser sur le secteur principal de développement. Le regroupement des collectivités a pour mission de booster l'économie et d'intervenir, y compris financièrement, pour pouvoir aider à l'immobilier d'entreprise, par exemple, pour pouvoir faciliter telle ou telle entreprise. Donc, cette compétence va être de nouveau la compétence majeure du nouvel EPCI. Cette intercommunalité élargie va permettre aux élus de reprendre la main sur le secteur économique monopolisé par la région. Une région étendue depuis la réforme territoriale. Cette nouvelle taille inquiète dans les territoires les plus isolés. On assiste sur ce territoire à très forte culture. On va dire, on trouve des problématiques de montagne avec de la désertification. Nous, il faut amener de la vie, faire garder les gens, amener de l'économie. Et une frange côtière qui est, on va dire, à la limite de ce qu'elle peut accueillir, quoi. Le fait qu'on réfléchisse sur un territoire pour développer l'économie, c'est que ça évite aussi la concurrence qu'on avait entre les territoires avant cette création de PCI, ce qui permettra aussi de positionner un petit peu les activités économiques. Et l'activité économique, on sait très bien que c'est pour fixer la population. Une population majoritairement installée sur la côte, à proximité des entreprises de services et de production, comme cette société, leader en France dans la fabrication de fauteuils de bureau implantés à Hendaye. Avec ses 230 salariés, le groupe est un grand employeur du département. Les pouvoirs publics sont donc très attentifs à sa bonne santé. On a pu avoir des appuis, que ce soit ou des aides à des audits industriels ou toutes sortes de demandes qu'on peut faire aussi bien à la municipalité qu'à l'agglomération, qu'à la région surtout. Et donc chaque fois, on a eu l'oreille attentive. L'État aussi s'implique pour soutenir l'activité. La prime embauche PME en vigueur depuis le 18 janvier offre un versement de 4 000 € étalé sur 2 ans. Il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre, mais je dirais qu'ils sont mis en œuvre à une taille macroéconomique dont on ne mesure pas toujours les effets. Et le dispositif embauche PME et TPE a ceci, disons, de particulier, c'est qu'on identifie immédiatement sur le terrain les répercussions d'une décision. Ce coup de pouce, qui concerne essentiellement des recrutements au SMIC, a eu un effet déclic. L'entreprise prévoyait d'embaucher 8 personnes cette année. Elle a finalement doublé le nombre de contrats. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aurait pas été à ce nombre de 17 cette année sans le dispositif. On aurait probablement fait des embauches, mais peut-être pas en CDI, en CDD, et celles qui étaient en CDD, peut-être qu'on ne les aurait pas faites. Des emplois locaux créés sur place.
Cette société produit ses fauteuils dans le Pays Basque depuis 1971 et s'investit pour pouvoir le faire encore longtemps. Georges Labazé, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans ce reportage de Mounir Soussi, l'importance pour un territoire comme le vôtre des TPE, PME avec ce dispositif embauche PME. C'est une bonne idée, mais est-ce que ça n'arrive pas un peu tardivement en fin de quinquennat ? Écoutez, c'est une bonne idée. Dans le département des Pays-Atlantiques, depuis le 18 janvier, ce sont près de 1000 entreprises qui ont fait appel à ce dispositif. Et le chiffre donné par le préfet il y a quelques jours représente 4250 emplois. Donc, en plus, c'est visible. Vous savez que ce matin, j'étais à Côte de Pau. J'ai fait une visite dans une entreprise plus tournée sur le numérique, la fabrication de logiciels. Eux aussi ont fait appel à ce dispositif. Et c'est clair, c'est précis, c'est direct, c'est palpable, c'est mesurable. Voilà. Alors, peut-être, je ne suis pas, disons, en contradiction, ce que vous dites, peut-être qu'il aurait été nécessaire de le faire avant, parce que là, on est en prise avec la réalité, alors que les grands dispositifs, ont sans doute profité à des grands groupes, mais moins au tissu local, où c'est d'abord l'emploi. Et pourtant, ces TPE, PME, on dit qu'elles ont été les grandes oubliées du quinquennat de François Hollande, encore dans la loi travail, où finalement, très peu de dispositions les concernent. Écoutez, oublier, non, je ne pense pas, parce que nous avons fait ici au Sénat un travail très précis sur la commande publique. Et sur la commande publique, avec l'accès, comment prévoir l'accès des TPE et des PME à la commande publique. La commande publique, ce sont 80 milliards d'euros par an dans notre pays. Et les dispositifs que nous avons suggérés dans le rapport, ici sénatorial, ont été repris par le gouvernement à la faveur d'ordonnances qui vont favoriser le développement des PME au niveau local. Donc tout cela participe de ce mouvement pour la création de richesses indispensables. Vous diriez que ça va mieux, Georges Labazé, sur le plan économique, comme aime à le rappeler François Hollande? Écoutez, moi je n'utilise pas de formule, je vais sur le terrain. Voilà, nous étions auprès de l'entreprise Secoa au Pays Basque. Ce matin, j'édonne à Lons. Il y a 15 jours, dans une entreprise du Pays Basque. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage sur ce que les chefs d'entreprise vous disent sur le terrain et finalement la perception quand on a l'exécutif? Écoutez, moi en tout cas, lorsqu'il y a des dispositifs clairs et précis comme celui que nous venons d'évoquer, ça marche bien. Alors on va venir maintenant à cette EPCI qui est en train de naître au Pays Basque, on l'a dit, ce sera la plus grande de France avec 158 communes et 300 000 habitants. Est-ce que c'est aussi la réponse finalement du Pays Basque à cette nouvelle grande région Aquitaine qui s'étend maintenant jusqu'au Limousin? Écoutez, le lendemain de la Révolution française, en 1790, déjà le Pays Basque demandait un statut particulier ou qu'il devienne un département. Et cette revendication, elle a traversé tous les siècles jusqu'à maintenant, avec la volonté d'avoir une identité reconnue. Alors la langue est reconnue, le caractère de ce territoire est reconnu. Encore fallait-il trouver quel était le moyen de réunir l'ensemble des 158 communes. Et la loi NOTRe, à qui on trouve pas mal de défauts, a aussi pas mal de temps en temps des qualités. Et la loi NOTRe a permis d'offrir à ce territoire une nouvelle forme d'organisation au travers d'un EPCI, qui sera d'ailleurs une communauté d'agglomération, qui va fédérer ces 158 communes avec un conseil syndical de 260 membres, une commission permanente de 68 membres. Ça sera effectivement une grande entité, mais elle intègre le pourtour du Pays Basque, elle intègre, disons... Sans aller jusqu'à la création d'un département basque Non, on n'est pas sur la création d'un département basque. En tout cas, c'est la réponse républicaine qui était attendue et que le gouvernement a proposée et qu'ont validé 111 communes sur les 158, et qui représente plus de la moitié de la population, dont le dispositif est en route. Oui, vous qui êtes représentant
Représentant des Pyrénées-Atlantiques, est-ce que vous attendez que côté béarnais aussi, les communes fassent la même chose? Vous savez, ce sont deux entités différentes, hein, le Pays Basque et le Béarn. Le Béarn est en train de s'orienter vers ce qu'on appelle un pôle métropolitain. C'est-à-dire il y a 7-8 intercommunalités forte autour de l'agglomération de Pau. Et donc, je crois qu'il y a un consensus qui est en train de se dessiner vers un pôle métropolitain qui sera différent de la communauté d'agglomération, mais tout ça participera de la richesse du département des Pyrénées-Atlantiques. Ouais, certains y voient peut-être une réponse aussi à des velléités d'indépendance du Pays Basque, la création de cette EPCI. Que répondez-vous ? Écoutez, le mot indépendance a été souvent mis en avant. Vous savez, il y a différentes positions. Il y a resté rattaché au terrain de la République. Il y en a qui prônaient l'autonomie, d'autres qui voulaient aller plus loin au niveau de l'indépendance. Je pense que maintenant, ces notions-là ne sont plus de mise. On est dans le cadre républicain et je pense qu'on fera du très très bon travail. Eh bien, merci Georges Labazée d'avoir été mon invité. Vous restez avec nous puisque c'est l'heure du portrait décalé d'Alex Darmon. Alex refait le portrait, c'est tout de suite. Bonjour Alex. Bonjour Delphine, ça va? Vous savez, un petit peu triste quand même. Non mais on n'en parlera pas de football aujourd'hui. Alors monsieur Labazée, le football, vous n'aimez pas ça, vous préférez le rugby, vous? Le football, je ne dédaigne pas, mais je suis un peu rugbyman dans l'âme. Vous avez joué au rugby? Ah oui. Quel poste? 3 quarts centre. Ah, 3 quarts centre. Oui, oui. D'accord. J'ai même fait la sélection pour l'équipe de France junior. En 1962, mais vous n'étiez pas né. Non, mais on ne sait jamais, hein, vous savez. En tout cas, moi j'ai joué talonneur et je pensais que vous aviez joué talonneur parce que vous avez des valeurs de combat. Le rugby, la politique, la corrida, bien sûr. Vous aimez la corrida? Absolument. On va en parler. La corrida, pour rappeler aux téléspectateurs, c'est un sport qui oppose un taureau à un homme et à la fin, le taureau... Un sport... C'est une course. C'est une course. Oui, on dit des courses de taureaux. Voilà. Et à la fin, le taureau est mis à mort ou exceptionnellement, il peut être graffié. Vous avez été sollicité par la SPA, la Société protectrice des animaux, pour vous prononcer sur la corrida. Et vous avez dit, je cite, que c'est une affaire de goût personnel et pas une question d'éthique. C'est-à-dire? Écoutez, chacun est libre d'avoir son appréciation sur la corrida. Pour moi, elle s'inscrit dans le cadre des traditions séculaires de nos territoires du sud de la France, de l'Espagne et d'autres pays au monde. Voilà. Moi, je reproche à personne d'être un anti-corrida, mais je demande aussi à ce qu'on puisse reconnaître que je suis un pro-corrida. Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs que je sillonne l'Espagne depuis de nombreuses années, à Puerto Santa Maria, à Jerez de la Frontera, à Séville, à Valence, à Madrid, San Sébastien, Bilbao, pour aller voir des corridas. Et puis bien sûr, celle aussi en France, à Bayonne, à Mont-de-Marsan, à Dax, et de l'autre côté, vers Béziers. Un vrai passionné. Et puis on voit, vous avez l'accent en plus. Hein, vous êtes un peu bilingue d'ailleurs, je crois savoir. Alors pas bilingue espagnol, mais bilingue béarnais. Voilà. C'est la version occitan. Voilà. Il paraît que vous êtes invité sur des médias locaux et vous pouvez faire une interview tout le long en béarnais. Si je vous demande de dire... Quand tu dis là où tu dis, même ici au Sénat, il y avait le président de la ley, et qui m'a demandé ce que vous lui dites. Voilà. Alors, oui, je ne traduirai pas. Mais... Je traduis. C'était au propos du débat sur les langues et les cultures régionales, sur les langues régionales, reconnaissance, vous savez, au niveau européen. Et mon collègue, le président de la commission des lois, défendait ardemment la position de la majorité sénatoriale. Et je lui ai demandé qu'il fallait qu'il y ait un peu plus de souplesse. Et donc, je me suis adressé à lui en béarnais, en occitan. Il a tout compris? Et je lui posais la question, est-ce que vous me comprenez? Ouais. Alors, il faisait si, nous, il faisait si, ça veut dire oui en espagnol. Quoi, si, nous, vous apprenez cette langue à vos enfants, vous, par exemple? Oui. Alors, je vais vous faire une révélation. Par exemple, mon père et ma maman sont morts. Et de ma naissance jusqu'à leur mort, avec mon père et ma mère, nous n'avons jamais parlé français. Ah, d'accord. Jamais parlé français. Sauf quand il y avait une cérémonie officielle où il fallait utiliser la langue française. Et par contre, pendant les 90 ans de leur vie, je n'ai parlé que béarnais occitan avec eux. Alors,
je l'ai transmis à mes filles. Et d'ailleurs, vous êtes instituteur, Oui. vous avez le don d'apprendre aux autres. Alors je me suis posé la question de savoir quel genre d'instituteur vous étiez lorsque vous étiez plus jeune. Et regardez, j'ai trouvé une photo de vous qu'on peut voir sur Internet, si on la voit dans quelques secondes. Vous étiez jeune et plutôt beau gosse, hein, d'ailleurs, voilà, regardez. Vous aviez quel âge à cette époque-là ? Écoutez, je regarde à peu près la période. Vous étiez jeune et fou, ça se sent. Non, mais ça, je devais avoir une 35-38 ans, quoi, à peu près. D'accord. En tout cas, après, vous êtes arrivé au Sénat en 2011 et vous allez devenir membre de la Commission des affaires sociales. Quand on parle de vous à vos collègues, ils vous appellent tous Jo d'abord. Hein, c'est votre surnom apparemment. Non, c'est Georges. Oui. Georges qui est devenu, il y avait un diminutif, c'était Jojo, mais c'était trop compliqué. Donc maintenant c'est Jo. Donc maintenant c'est Jo. C'est Jo Labazé, mais c'est mon prénom, quoi. Et apparemment vous êtes le marron de la Commission des affaires sociales et très bon imitateur. Ah, imitateur. Valéry Giscard d'Estaing. Alors, je n'imite pas Valéry Giscard d'Estaing. Par contre, comme j'ai été député, j'ai raconté une anecdote sublime à la Commission des lois en 1984 à l'Assemblée nationale. D'accord. Vous voulez que je vous la raconte? Ah bah je veux bien, si vous faites Valéry Giscard d'Estaing, oui c'est... Ah non, je ne vais pas faire Valéry Giscard d'Estaing. C'est la fin de la chronique, donc vous pouvez me dire au revoir comme Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Au revoir, jeune homme. Et bien voilà, merci à vous, monsieur Labazé. Merci beaucoup, Alex. Merci, Georges Labazé. Il est 17h, passé de 2 minutes, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le projet de loi biodiversité de retour au Sénat pour une nouvelle lecture. Un texte qui pourrait consacrer l'inscription du préjudice écologique dans la loi. Une reconnaissance tardive, mais rendue nécessaire depuis la catastrophe de l'Erika en 99. Analyse et décryptage dans cette édition. Avalanche de critiques après la nomination de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. L'ancien président de la Commission européenne va devenir président non exécutif de la banque d'affaires. Tenu pour responsable de la crise des subprimes, est soupçonné d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes. La réaction du député européen Emmanuel Morel dans un instant. Les Bleus reçus à l'Elysée malgré sa défaite hier face au Portugal. La sélection française a été invitée par le chef de l'État. Il salue ainsi le beau parcours des joueurs qui ont fait vibrer tout un pays pendant un mois. François Hollande profitera-t-il de cette parenthèse dorée? Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner aujourd'hui, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Saveria, pour une réaction à la nomination de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. Et vous êtes avec la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret. C'est à vous, Saveria. Absolument. On a donc appris il y a quelques jours maintenant la nomination de José Manuel Barroso comme conseiller de la banque américaine Goldman Sachs. Une nomination que beaucoup ont publiquement qualifiée d'indécente, de scandaleuse. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je partage complètement ce sentiment et puis pour moi c'est une grande déception parce que le président de la Commission européenne incarne les valeurs de l'Europe qui ne sont pas forcément celles d'une banque et de Goldman Sachs en particulier. Et donc aujourd'hui j'ai l'impression que cette nomination tombe pile poil pour alimenter le feu des partis populistes d'extrême droite qui sont europhobes et qui pourront ainsi démontrer que ceux qui incarnent les institutions, les instances européennes, eh bien sont là pour se servir avant de servir les peuples européens. Alors c'est ça, c'est un symbole désastreux justement pour l'Union, pour ses institutions, pour son fonctionnement, au moment même où l'europhobie progresse. Absolument, enfin on a bien vu avec le Brexit, malheureusement que l'euroscepticisme est très fort aujourd'hui. On a besoin justement d'une Europe sociale, d'une Europe où les Européens se retrouvent et non pas d'une Europe gérée par des personnes qui pensent à leur intérêt personnel avant l'intérêt général. Oui, effectivement, ce genre d'annonce participe et ça nourrit également le rejet qu'ont une partie des peuples aujourd'hui pour l'Union européenne. Plusieurs eurodéputés socialistes ont signé une lettre ouverte demandant le changement des règles aujourd'hui pour que ce type de nomination, ce type de collusion n'existe plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut changer les règles? Oui, je pense en effet, puisque je pense que M. Barroso a trop vite oublié le serment qu'il a prononcé en 2004 et en 2009 devant la Cour européenne de justice au Luxembourg, où il disait bien sûr respecter les traités, c'est tout à fait normal, mais aussi dans l'exercice de ses responsabilités, de faire preuve d'indépendance.
pendant l'exercice de ses responsabilités, mais je crois qu'il faut l'étendre à la cessation de celle-ci, parce qu'on ne peut pas imaginer que M. Barroso, ce sera le cas malheureusement, partira mettre toutes ses compétences, tout son savoir, son carnet d'adresses au profit d'une banque. Vous pensez qu'il va tenter de faire pression sur Bruxelles pour que, malgré le Brexit, Londres, et en tout cas la banque, Goldman Sachs, conserve son accès au marché unique? Comment on peut aujourd'hui empêcher de telles pressions? On ne le peut pas. On ne le peut pas, puisqu'il représentera son employeur. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas conflit d'intérêts. Ce qu'il fait n'est pas illégal. Mais je crois qu'il faut engager en effet une réflexion pour que ces personnalités ne mettent pas au service d'autres qui ne sont pas forcément en phase avec ce que l'Union européenne doit être ou doit devenir, et de mettre ces compétences-là à leur service. Une dernière question rapidement. On a appris tout à l'heure que Theresa May, qui est donc l'actuelle ministre de l'Intérieur britannique, est désormais la seule candidate pour succéder à David Cameron. Elle a d'ailleurs assuré dès ce matin qu'elle ferait tout pour faire du Brexit un succès. Est-ce que c'est possible selon vous quand on voit dès aujourd'hui les marchés ébranlés, l'activité qui ralentit? Il ne peut pas en être autrement, d'abord pour son parti, parce qu'un Britannique sur deux a voté pour le Brexit, enfin majoritairement. Un plus sur deux a voté pour le 52%. Brexit. Voilà. Et donc, dans son parti, il y a un nombre assez important d'eurosceptiques. Et donc, elle est, dans un premier temps, je crois, elle a besoin de rassembler son parti et puis aussi de rassembler le pays et donc de montrer à ceux qui ont voté pour le Brexit qu'elle va travailler dans ce que attendent les Britanniques, de cette sortie de l'euro, tout en négociant en même temps auprès de l'Union européenne pour faire en sorte que l'incertitude qui plane aujourd'hui s'apaise le plus vite possible. En tout cas, c'est dans l'intérêt de nous tous. Très bien. Merci beaucoup Hélène Conway-Meuret d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria pour cette réaction. Et on continue notre multiplex direction l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Tam, on s'arrête un instant sur une des dispositions contenues dans le projet de loi biodiversité en nouvelle lecture cet après-midi au Sénat qui concerne l'interdiction des néonicotinoïdes. Alors, où en est-on sur cette disposition? On se souvient que les sénateurs avaient rejeté leur interdiction. Oui, où en est-on? Et d'abord, qu'est-ce que c'est Les néonicotinoïdes, ce sont des insecticides extrêmement répandus, utilisés pour protéger aussi bien les cultures que les animaux des insectes parasites, et on les retrouve beaucoup dans la culture de certains céréales comme le maïs. Ils sont aussi utilisés de différentes façons, par épandage sur le sol, par pulvérisation et surtout en enrobage de semences. Le problème, c'est que ces insecticides néonicotinoïdes s'attaquent au système nerveux des insectes et notamment au système nerveux des abeilles, pour qu'ils sont donc extrêmement nocifs, les abeilles pourtant essentielles à la biodiversité. Résultat donc, le projet de loi débattu au Parlement prévoit de les restreindre, voire de les interdire. Et il y a eu 3 lignes qui ont été défendues jusqu'ici. D'abord, celle des députés qui ont voté pour l'interdiction totale des néonicotinoïdes à partir de septembre 2018. Il y a ensuite eu la ligne du gouvernement qui a été partagée entre le point de vue de la secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Et finalement, tous deux sont arrivés à un compromis. Ils sont tombés sur un accord pour une interdiction progressive au plus tard au 1er juillet 2020. Et puis, vous l'avez dit, il y a la ligne du Sénat qui refuse l'interdiction totale des néonicotinoïdes. Et ils mettent en avant 2 raisons. D'abord, la contradiction avec le droit européen qui ne demande pas cette interdiction totale. Et puis le fait que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, n'a pas pour eux prouvé pour l'instant la dangerosité de cette substance. Mais finalement, ils n'auront certainement pas gain de cause puisque, je vous le rappelle, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Je vous le disais, c'est peut-être la fin d'un long marathon parlementaire pour le préjudice écologique. Cette disposition contenue dans le projet de loi sur la biodiversité devrait être entérinée et définitivement inscrite dans la loi après des années d'attente et de va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat et 17 ans après le naufrage de l'Erika, comme nous l'explique Faustine Saint-Geniès. Le préjudice écologique bientôt inscrit dans le Code civil. C'est un combat de plus de 17 ans qui pourrait s'achever avec l'adoption du projet de loi biodiversité. Tout commence avec le naufrage de l'Erika en 1999. 400 km de plages souillées, une faune et une flore dévastées et le début d'une procédure longue et incertaine. Il faudra attendre 2012 pour que la Cour de cassation reconnaisse le préjudice écologique causé par le naufrage de l'Erika.
C'est aussi un signe très important aujourd'hui où il y a tant de plateformes en mer. C'est un signe qui leur est adressé. Si vous avez un accident et que vous en êtes responsable, vous paierez les dommages sur la côte, même si c'est très loin de la côte. Bruno Retailleau, alors président du Conseil général de Vendée, se félicite et veut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le soulagement parce que c'est 13 ans de combat et surtout, désormais, on sait que la mer n'est pas une zone de non-droit, la mer n'est pas une zone d'impunité. Il s'empresse alors de déposer une proposition de loi pour l'inscrire dans le Code civil. L'initiative fera long feu. Adopté à l'unanimité par le Sénat en mai 2013, le texte attend toujours pour être examiné par l'Assemblée, bloqué depuis 3 ans dans les méandres de la navette parlementaire. Dans le même temps, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, reprend la main sur le dossier en vue de présenter un projet de loi emblématique sur le sujet. Il restera lettre morte, maintes fois annoncé, jamais déposé. Il faudra donc attendre 2016 et se contenter d'un article introduit par le Sénat dans le projet de loi biodiversité. Mais pour cet avocat spécialiste du droit de l'environnement, l'essentiel n'est pas le principe mais son application. Une fois que vous avez déclaré que vous alliez réparer le préjudice écologique, il faut savoir comment le réparer. La difficulté majeure, c'est évidemment de savoir ce que ça coûte, ce que coûte un arbre, ce que coûte de la steppe millénaire. C'est ça, c'est la difficulté de chiffrer. Il n'y a aucun guide aujourd'hui, il n'y a aucune nomenclature du préjudice écologique. Il existe bien un mécanisme de compensation écologique, insuffisant pour l'instant pour trancher au cas par cas. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurent Néré, bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université de Versailles. Merci d'être avec nous. J'accueille également Yann Aguila. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes président de la commission environnement du Club des juristes et ancien membre du Conseil d'État. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également pour débattre de ce préjudice écologique, Sébastien Mabille. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement. Première question pour vous, Laurent Néré, puisqu'on vient de l'entendre dans ce reportage. Cela fait des années que le débat fait rage autour de cette question du préjudice écologique. Pourquoi faut-il l'inscrire dans la loi, tout simplement ? Avant tout, il faut rappeler que le Code civil de Napoléon, qui date de 1804, exigeait que seuls les préjudices qui touchent des personnes, autrui, nous dit le Code civil, pouvaient être réparés. Parce qu'on n'en était pas à l'ampleur qu'on connaît ou qu'on a connue ensuite des préjudices écologiques. Et finalement, ça a été un obstacle très fort pendant longtemps, ce qui signifie que les juges n'avaient pas d'autre choix que de ne pas réparer ou de réparer indirectement le préjudice écologique au travers du préjudice moral des associations. Finalement, si on porte atteinte à un bien environnemental approprié, par exemple à un troupeau de bétail, et dans ce cas-là, l'indemnisation avait lieu, alors que détruire une espèce protégée comme l'ours cannelle impliquait des montants absolument dérisoires. Yann Aguila, on voit qu'il y a quand même des blocages. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine inertie autour de cette question, puisque c'est clairement un choix politique aussi ? Oui, ce qui est certain, c'est que au sein du Club des juristes, depuis 2012, on avait dans un rapport proposé d'inscrire dans la loi le préjudice écologique, et on s'apercevait effectivement qu'en l'absence de texte, on laissait les juges décider tout seuls, ils étaient un petit peu perdus, il y avait des jurisprudences contradictoires, et donc il était, de notre point de vue, absolument nécessaire qu'il y ait une loi. Alors ensuite, pourquoi des blocages, puisque c'est votre question ? Sans doute parce qu'il y avait des questions délicates à trancher. La question d'une part de qui peut agir ? Quelles sont les personnes qui ont intérêt pour agir? Deuxièmement, du régime juridique, responsabilité sans faute ou pas pour faute, ou bien responsabilité aussi, réparation, c'était ce que Alexandre Moustardier disait il y a un instant, quelle modalité de réparation, en nature ou pas. Et sur chacune de ces questions, il y avait des prises de position différentes, d'où effectivement des allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale et des hésitations. Alors, est-ce qu'avec les articles 2 et 2 bis qui sont introduits dans ce projet de loi biodiversité, Sébastien Mabille, on est sorti de ces questions, ça va apporter des réponses, on va peut-être pouvoir enfin avancer sur ce thème? Disons qu'on a aujourd'hui une rédaction qui est sortie en dernière lecture à l'Assemblée nationale qui nous semble assez satisfaisante sur un certain nombre de points, et notamment sur un point essentiel que citait mon confrère, c'est celui de l'interagir. Qui pourra demander réparation du préjudice écologique? Le texte de loi ne ferme pas. Alors, il y avait
au départ au Sénat l'idée de faire une liste, de limiter les personnes qui seraient susceptibles d'agir, mais on pourra se rendre compte on se rendra compte probablement au fil des années que finalement on a oublié certaines situations. Donc là, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction qui est de permettre l'ouverture à toute personne qui justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir. Toute personne, c'est important puisque ça peut être demandeur en réparation de sécurité psychologique, par exemple les nouveaux opérateurs de compensation qui sont également prévus par la loi biodiversité, qui peuvent être des entreprises privées, ou encore on peut penser à l'agriculteur qui fait de l'agriculture biologique, qui a également un intérêt à la protection de l'environnement sur le terrain sur lequel il exploite. Et on peut penser également aux communautés autochtones de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie qui pourraient également avoir un intérêt à agir en cas d'atteinte à leur territoire. Donc ça, c'est important déjà d'avoir maintenu cette ouverture la plus large possible. Et ça, c'est un point fondamental de la rédaction actuelle. Ouais, Laurent Néret, vous êtes d'accord? Est-ce qu'on a maintenant une définition claire du préjudice écologique qui permet justement de mieux protéger la nature? Je crois qu'on aboutit avec ce texte à une sanctuarisation du préjudice écologique dans le Code civil. N'oublions pas que c'est historique parce que l'environnement dans le Code civil est traité davantage comme un objet de propriété que l'on vend, que l'on peut même détruire. Et ici, c'est la protection qui est prise en compte. Alors, grâce à des définitions, le Code civil définit ce qu'est le préjudice écologique, grâce à des principes qui nuancent ou qui adaptent ce qui existe par ailleurs en matière de réparation d'un préjudice corporel ou d'un préjudice purement économique. Et c'est cette adaptation qui est intéressante parce que la nature est spécifique. En particulier, la loi prévoit que les sommes qui seraient allouées en cas de réparation du préjudice écologique doivent absolument être affectées à la réparation des milieux atteints. Ce qui évite ce que certains évoquaient, comme les exploitants, les industriels, un enrichissement sans cause de ceux qui demandaient réparation, alors même qu'ils demandaient réparation au nom de la collectivité. Je crois qu'il y a vraiment une prise en compte de la spécificité et d'un habit taillé sur mesure pour ce préjudice. Ouais. Total avait pourtant versé, on le rappelle, 200 millions d'euros pour le nettoyage des plages. Qu'est-ce que ça va changer alors finalement, cette inscription dans la loi, dans le Code civil? Ça va changer qu'on aura davantage de sécurité juridique. On a désormais dans des textes des principes clairs où on sait maintenant effectivement qui peut agir, comment on répare, etc. Je voudrais juste revenir pour vraiment consolider l'idée de Laurent Néret. Je crois qu'il faut mesurer le fait que nous vivons un moment historique. On est en train d'inscrire en ce début du XXIe siècle la réparation des atteintes à la nature dans le Code civil, qui est un peu la constitution civile des Français. En 1804, on avait posé le principe que toute personne doit réparer les atteintes causées aux biens des autres personnes. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit réparer les atteintes à la nature. Sur le texte qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est un bon texte. Il y a encore des réglages, il y a des petites différences sur des points techniques entre les deux assemblées. Mais je crois que les deux assemblées, je voulais le souligner ici, ont trouvé un accord sur 3 points qui me paraissent essentiels. Un, ça a été souligné, c'est la pluralité des plaideurs. Il est important qu'il n'y ait pas un monopole confié à une seule, par exemple, ça aurait pu être l'agence de la biodiversité. Mais non, on a ajouté l'ensemble des communes, des associations qui peuvent saisir le juge parce qu'elles ont un rôle de veille, un rôle d'alerte. Donc 1, pluralité des plaideurs. 2, le principe même de l'obligation de réparation, et ce sur la base d'un régime de responsabilité sans faute, c'est-à-dire beaucoup plus de facilité pour engager cette action réparation. Et puis 3, le principe de l'obligation de réparer en nature, ça a été évoqué, sur lequel tout le monde est d'accord et c'est un véritable progrès parce que réparer, si c'est pour donner une somme d'argent dont on ne sait pas trop à quoi elle sert, ça ne sert pas à grand-chose. La priorité, c'est la remise en état des lieux et c'est aussi inscrit dans ce texte. C'est donc globalement un bon texte. On a défini les conditions d'une nouvelle action en justice. L'action en réparation des atteintes à l'environnement. Et ça, c'est un immense progrès. Sébastien Mabille, on sait aussi que l'inscription du préjudice écologique dans la loi inquiétait les industriels. On a pu voir le MEDEF qui disait bien ce texte finalement au final ne protégera pas davantage la nature mais va rajouter de la contrainte à l'activité économique. Est-ce que c'est la contrainte? Je ne pense pas, parce que je pense que ce texte aura principalement une force dissuasive importante auprès des industriels. Mais surtout, et c'est là où je rejoins les autres intervenants, que c'est un moment
moment historique que nous vivons, parce qu'en 1972, au cours de la conférence de Stockholm, qui était la première conférence internationale sur l'environnement, est né un principe que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le principe pollueur-payeur. Il a fallu attendre 44 ans pour que finalement ce principe soit totalement mise en œuvre à travers cette disposition sur le préjudice écologique. Donc, est-ce que c'est une contrainte, le fait de dire que celui qui va abîmer un milieu naturel, qui va abîmer la nature, a une obligation de le réparer? Je ne le crois pas, je ne pense pas que ça sera une contrainte. Je pense que ça va pousser les industriels qui font des efforts, il faut le souligner, de plus en plus importants. Et d'ailleurs, on ne va pas avoir une multitude d'actions judiciaires qui vont se développer du jour au lendemain à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Je ne le crois pas. Et je pense que ça aura une vertu pédagogique, ce texte, auprès de tout le monde, auprès du grand public comme auprès des industriels. Ouais, Laurent Néré, sur cette question, forcing un peu, lobbying des industriels peut-être, qui ont ralenti aussi l'adoption de cette disposition. Est-ce que c'est réel, le poids aujourd'hui des industriels qui ont peut-être justement ralenti ce processus ? Au-delà des industriels, il y avait également ce parcours très spécifique du texte qui émane du Sénat. Ça a été rappelé avec la proposition de loi de Bruno Retailleau qui a été touché par la marée noire. La garde des Sceaux qui avait annoncé une réforme très ambitieuse, et puis ensuite tout ça a un peu été laissé de côté. Et c'est le Sénat qui a fait revivre le principe. Ensuite, l'Assemblée nationale l'a approfondi, et je trouve que c'est sûrement un cas d'école ou une illustration aussi de la force de la démocratie ou la force du Parlement dans ces deux chambres, de faire naître ce qui va dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'évidence. Et en réalité, le texte est équilibré. C'est un texte équilibré parce qu'il n'est pas question de réparer tout préjudice, mais de réparer des préjudices réels, avérés, à la suite d'expertise, et d'éviter aussi de réparer plusieurs fois la même chose. Là où, je crois, l'élément essentiel avancé par les industriels, qui est pris en compte d'une certaine manière par le texte, c'était de se dire, mais il y a déjà beaucoup de textes dans le Code de l'environnement. Et ce nouveau texte, est-ce qu'il ne vient pas ajouter une nouvelle couche sans qu'on sache exactement comment tout cela va s'articuler ? Il y a une disposition dans la loi qui oblige le juge à articuler ces règles, puisque on fait réparer ni plus ni moins, c'est rien d'autre que de la justice environnementale qui va créer un marché sécurisé en matière de contrats d'assurance, à lesquels, pour l'instant, s'appuyer sur des jurisprudences encore peut-être un peu mouvantes. Ouais. Yann Aguilar, on se souvient aussi qu'au mois de mars, il y a eu cet amendement déposé par le gouvernement pour estimer que toute responsabilité, en fait, qui exonérait de toute responsabilité les auteurs d'atteintes à l'environnement résultant d'activités autorisées. Là, il n'en est plus du tout question dans la version proposée. Et c'est une très bonne chose, parce que effectivement, c'est un amendement qui avait été introduit de manière un peu trop rapide, parce que juridiquement, le fait d'être autorisé, d'avoir une autorisation administrative, ne dispense pas, c'est pas un permis de polluer, ça dispense évidemment pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'environnement. Si vous avez un permis de construire, ça ne vous donne pas la possibilité de polluer. Donc cet amendement a été d'ailleurs très vite corrigé par le gouvernement. Ouais. Oui, j'ajouterais le fait que quand on autorise une activité, quand on autorise évidemment des industriels sont, dans le cadre de leur exploitation, sont obligés de porter des atteintes au milieu naturel, atteintes à l'air, atteintes à l'eau, atteintes au milieu naturel. Une carrière, ça détruit un espace naturel. Mais au moment où l'autorisation est sollicitée, l'autorisation va être accordée dès lors que l'industriel justifie qu'il aura évité, réduit et in fine compenser les atteintes à l'environnement. Donc le préjudice environnemental qui aura été préalablement compensé au stade de l'autorisation ne pourra pas donner lieu à un préjudice écologique. Mais néanmoins, on peut avoir une activité autorisée, notamment je pense à l'usine Alteo à Gardanne, avec ses rejets d'effluents dans le parc des Calanques. On a une activité autorisée, on se rend compte qu'aujourd'hui, les déversements vont au-delà du seuil de l'arrêté préfectoral qui autorisait ces déversements. Donc là, on est
dans le préjudice écologique parce qu'on va au-delà de l'autorisation. C'est-à-dire, quand on reste dans le cadre de l'autorisation, il n'y aura pas de préjudice écologique et il n'y aura pas d'action au titre du préjudice écologique. Donc cet amendement était purement inutile. Il ne servait à rien. Laurent Néret, les entreprises vont intégrer cette nouvelle disposition du préjudice écologique maintenant dans leurs activités. C'est rien d'autre qu'un bon mode de gestion d'une entreprise. D'ailleurs, toutes vont intégrer cette nouvelle norme. Elles ont, la plupart évidemment, tout intérêt à être vertueuses et je crois que la plupart le sont. Être vertueux, c'est éviter qu'un dommage survienne et s'il survient, de le réparer comme tout autre dommage. Simplement ici, il y aura plus de sécurité parce qu'on saura davantage de quoi on parle. C'est vraiment une question de vocabulaire. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas question ici de stigmatiser simplement les entreprises, parce que le texte ne se limite pas aux entreprises. Des particuliers qui décideraient de déverser des restes de produits phytosanitaires, des restes de peinture dans une zone humide, dans une forêt, dans un ruisseau, seraient également concernés. Un braconnier qui détruit une espèce protégée sera également concerné. Donc ce n'est pas simplement cette idée selon laquelle il y aurait des entreprises qui, par nature, causent des préjudices écologiques. Non, elles n'ont aucun intérêt de les causer parce que c'est un coût supplémentaire. C'est important de le souligner puisque quand on parle de préjudice écologique, et puis on voit les images de l'Erika avec ces 400 km de côte bretonne et vendéenne qui avaient été mazoutés, ça va concerner quel type de pollution pour que les téléspectateurs comprennent bien ? Tout type de pollution. Il y a des travaux d'ailleurs qui ont été faits par Laurent Néret sur la définition de ce qu'est le préjudice écologique. C'est une atteinte au sol, c'est une atteinte à l'air, c'est une atteinte à l'eau, c'est une atteinte aux éléments naturels. Alors ça peut être tout type de pollution, des pollutions industrielles, ça peut être la disparition de la biodiversité d'une espèce protégée, donc c'est extrêmement divers. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est au commencement, en réalité, d'un texte. On est un peu en 1804 par rapport au droit de la responsabilité civile. On est ici à l'aube d'une jurisprudence qui va venir préciser dans les dizaines d'années à venir ce qu'est un préjudice écologique. Et maintenant, il appartiendra aux plaideurs de faire vivre le texte. C'est un texte qui, comme c'est assez sage d'ailleurs, fixe des grands principes très généraux, ne rentre pas trop dans le détail. Et maintenant, c'est la jurisprudence au cas par cas. Vous l'avez signalé, je suis un ancien juge. Et donc, je connais le rôle de la jurisprudence. Et ça prend des années de sédimentation, de décisions qui, les unes après les autres, vont venir préciser le type de préjudice qui sera concerné, les modalités de réparation. Donc, il faut absolument parce que qu'on les est encore dans le flou. Alors, peut-être, et c'est ce que disent aussi les opposants à ce texte, trop de flou en ce qui concerne la définition des dommages à l'environnement. Et ça peut provoquer une sorte d'appel d'air, peut-être, justement. Non. Vous savez, moi, je crois qu'il ne faut pas que la loi prévoie tout. La loi ne saurait tout prévoir, disait Portalis. Donc je crois qu'il faut faire confiance maintenant aux juges. Il faut faire attention à ne pas trop serrer les verrous, parce que je voulais dire juste un petit mot du fait que dans la loi, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un précédent, c'était la loi de 2008 sur la responsabilité environnementale, qui était la transposition d'une directive, mais qui avait une conception extrêmement stricte, à la fois des personnes pouvant agir, à la fois du préjudice. Seuls les préjudices graves pouvaient être indemnisés ou réparés, puis c'est le préfet qui agissait. C'était un régime en fait de police administrative. Le résultat, c'est qu'on n'a eu quasiment aucun cas d'application de la loi de 2008. Ça a été un échec parce que personne ne l'a mise en œuvre. Donc maintenant, la loi, on le souhaite ici, je crois, va être votée. Donc maintenant, il faut que les associations, petites et grandes, la fassent vivre. Et il serait bon aussi, j'en dis un mot parce que c'est un autre objet de la loi, que l'Agence pour la biodiversité joue un rôle dans ce domaine, un rôle un peu, non pas de monopole de cette action, mais un rôle de fédérateur des associations pour mettre en œuvre et avoir une doctrine, une sorte de doctrine du bon usage de cette loi sur la responsabilité écologique. Laurent Néret, je crois que ce qui est important, c'est évidemment non seulement le texte, mais la vie du texte. Et en ayant à l'esprit que on a intérêt à avoir confiance dans la pratique et dans la justice. Tout ça, c'est une forme de collaboration. Parce qu'une bonne décision de justice, c'est aussi une décision qui a été éclairée par des avocats qui travaillent soit pour les industriels, soit pour les ONG. Et je crois que c'est par un travail de collaboration entre toutes ces parties prenantes qu'on arrivera à des décisions justes, simplement pour faire un parallèle avec le préjudice corporel, où là aussi, le prix de la vie humaine, c'est quelque chose qui nous semble absolument inconcevable d'une certaine manière. C'est incommensurable, comme disait Malraux. Pour autant, si l'on est renversé en sortant d'ici et que l'on perd un bras, c'est indemnisé. Le prix d'un bras, c'est-à-dire le prix d'un élément de la vie, est pris en compte. Il a fallu 100 ans
pour déterminer le coût juste en la matière. Je crois qu'on en est un peu au début ici, que ce coût va être déterminé avec le temps. Ouais, Sébastien Malbil, on arrive au terme de ce débat. Peut-être aussi, on a souligné l'aspect historique, mais peut-être aussi dire que la France faisait figure peut-être de mauvais élèves aussi, avec du retard en la matière. Oui, sauf que là aujourd'hui, la France va être précurseur en la matière, il faut le souligner quand même. Et, mais ce texte ne va pas tout régler. Effectivement, comment est-ce qu'on répare la nature? Ça pose un certain nombre de questions, il va falloir être imaginatif. Je donne juste un exemple. L'ours cannelle, quand l'ours cannelle a été tué, l'ours cannelle, c'est le dernier ours de souche pyrénéenne. C'est-à-dire que c'était une espèce qui disparaissait. Comment est-ce qu'on remplace une espèce disparue? Comment est-ce qu'on répare le préjudice causé à la nature du fait de la disparition d'une espèce? Toutes les 30 minutes, je crois, où ce débat a duré 30 minutes, c'est une espèce dans le monde qui a disparu. C'est important de le souligner. Eh bien, merci. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. Il est 17h30, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Avalanche de critiques après la nomination de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. L'ancien président de la Commission européenne va devenir président non exécutif de la banque d'affaires. Tenu pour responsable de la crise des subprimes et soupçonné d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes. La réaction du député européen Emmanuel Morel dans un instant. Les Bleus reçus à l'Elysée, malgré sa défaite hier au Portugal, la sélection française a été invitée par le chef de l'État. Il salue ainsi le beau parcours des joueurs qui ont fait vibrer tout un pays pendant un mois. François Hollande profitera-t-il de cette parenthèse dorée? Le débat est à suivre. Le projet de loi biodiversité est de retour au Sénat pour une nouvelle lecture. Un texte, on vient d'en parler, qui pourrait consacrer l'inscription du préjudice écologique dans la loi. Une reconnaissance tardive mais rendue nécessaire depuis la catastrophe de l'Erika. Et vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Saveria Rojek en direct du Sénat. Pour toutes les réactions à l'actualité de ce jour, le multiplex, c'est tout de suite. La fin du rêve des Bleus. Hier, les Français se sont inclinés face au Portugal en finale de l'Euro de football, 1-0 après prolongation. Malgré la défaite et la déception, les joueurs ont été reçus à l'Elysée à midi par le chef de l'État. Il espère tirer profit de cette ferveur populaire qui a entouré l'équipe nationale depuis le début de la compétition. Cécile Sixou avec Héloïse Grégoire. Visage fermé, les Bleus font grise mine en arrivant à l'Elysée. Didier Deschamps et Hugo Lloris mènent la marche vers le perron où les joueurs sont remerciés par François Hollande. Pas de sourire sur la photo de famille, malgré les encouragements de quelques supporters venus leur dire merci à l'entrée de l'Elysée. Je suis là pour voir les Bleus. J'ai appris que les Bleus étaient invités par le président de la République. Donc, comme je repars ce soir sur Antibes, je suis dit, mais voilà, je vais me présenter à l'Elysée. Défaite sportive, mais victoire économique. Selon Patrick Caner, le ministre des Sports, l'euro aurait généré 1 milliard d'euros d'activités économiques, auxquelles s'ajouteront les retombées de la TVA. Autre victoire pour la France, celle de l'image. L'euro pouvait commencer dans les pires conditions. Rappelez-vous, une semaine avant les inondations, quelques jours avant encore les pénuries d'essence, les grèves à la SNCF. Vraiment, on pouvait avoir de grosses difficultés. Pourtant, le peuple s'est rassemblé et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. En assurant l'événement sans presque aucun encombre, la France a posé une pierre dans le jardin des JO de Paris. Et pour Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'organisation de cette compétition a aussi été un succès. On l'écoute. En un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1550 interpellations, dont 891 ont été suivies de garde à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison fermes ou avec sursis, 64 mesures de reconduite à la frontière et 32 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Dans le reste de l'actualité, une nomination qui n'en finit pas de faire des vagues, celle de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. L'ancien président de la Commission européenne va rejoindre la banque d'affaires impliquée au plus haut niveau dans la crise des subprimes et accusé d'avoir favorisé également, maquillé les comptes de la Grèce. Jordan Klein.
Son poste, président non exécutif et conseiller de Goldman Sachs. Sa mission, limiter les effets négatifs du Brexit. Mais cette nomination sonne comme un coup de tonnerre dans la sphère politique européenne. Goldman Sachs est accusé, au début des années 2000, d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes publics pour respecter les exigences de la zone euro. C'est-à-dire d'avoir trompé la Commission européenne que dirigeait José Manuel Barroso. Il faut respecter les règles démocratiques. Et là, quand on a l'impression que ce sont des élites, indifféremment politiques, administratives ou économiques, qui gèrent en vase clos notre devenir, se souciant pas des préoccupations premières des citoyens, oui, c'est une sorte de doigt d'honneur. Si les gens de l'élite n'ont pas un minimum d'éthique personnelle, alors en effet, ils donnent une bien singulière image et contribuent à faire monter l'exaspération des citoyens et sans doute ce qu'on appelle le populisme. Mais dans les faits, José Manuel Barroso n'a pas enfreint de règles, puisqu'au-delà de 18 mois après la fin de son mandat, rien ne l'oblige à rendre des comptes auprès de la Commission. Malgré tout, certains sénateurs dénoncent un conflit d'intérêts avec les institutions européennes. Le problème, c'est plutôt comment on va écouter M. Barroso, parce que imaginons que demain Goldman Sachs ait à discuter, négocier avec l'Europe, avec la Commission européenne, et que ce soit M. Barroso qui vienne discuter. Reconnaissons que ce serait quand même à la fois cocasse et franchement inacceptable. Les liens qui unissent Goldman Sachs et l'Europe sont déjà étroits, à l'image de Mario Draghi, aujourd'hui président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, et ancien vice-président de Goldman Sachs. Et l'invité du face-à-face aujourd'hui, Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé socialiste, membre du bureau national du PS. Merci d'être avec nous. Recrutement indécent, indigne, honteux, selon la délégation socialiste du Parlement européen. Mais ce n'est pourtant pas illégal, ce recrutement. C'est pas illégal, encore on va en discuter, mais franchement... Il n'a violé aucune règle. Non, mais quelle image ça donne de l'Europe ? Un ancien président de la Commission européenne qui va cachetonner dans une institution financière douteuse. Dans votre reportage, vous avez très bien dit, impliqué dans l'affaire des subprimes. C'est la banque qui a maquillé les comptes de la Grèce avant le passage à l'euro. Ils sont aujourd'hui dans plusieurs litiges parce qu'on soupçonne leur comportement d'être incorrect. Et voilà quelqu'un qui a incarné l'Europe, hélas d'une certaine façon, pendant 10 ans, et qui va cachetonner dans cette banque. Mais c'est vraiment, on se demande... s'ils ne font pas exprès pour nourrir les populistes. Parce qu'à un moment, quelle image ça donne de l'Union européenne ? Les gens se disent, voilà, il y a une collusion d'intérêts entre des dirigeants, soit qui viennent de Goldman Sachs, soit qui repartent, qui sont un petit peu à la tête de l'Europe pendant quelques mois. Et évidemment, les gens se disent, mais comment ils peuvent prendre des décisions dans l'intérêt des peuples et des citoyens, alors même qu'ils sont c'est évidemment étroitement liés. Le risque, et c'était rappelé par Jean Arthuis, la montée des populismes face à cette image dégradée et ce nouveau coup dur peut-être aussi pour Oui, parce qu'au-delà du problème éthique, il faudra y revenir, il y a un problème politique, c'est qu'on sort du Brexit avec une Union européenne qui a une image très dégradée. Il faut redonner envie aux gens d'adhérer au projet européen. Et là, on a ce symbole navrant d'un ancien président qui quitte les institutions depuis à peine 2 ans et qui va rejoindre une grande banque d'affaires qui est mouillée dans à peu près tous les scandales depuis 10 ans. Voilà. Et qui passe conseiller Goldman Sachs sur le Brexit. Mais c'est ça qui est inouï. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'indécence. Ce sont des comportements qui sont proprement indécents. Alors en effet, vous avez raison, légalement, c'est d'ailleurs un problème, il a le droit. Ouais. Mais on est un certain nombre de députés à dire qu'il faut revoir complètement le code de conduite des membres de la Commission européenne. Là, vous avez un délai de 18 mois, au-delà duquel vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on propose de le mettre à 5 ans. Nous, on propose de le mettre à 5 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, M. Barroso a signé une déclaration, quand il est devenu président de la Commission, où il dit « Je m'engage à avoir un comportement décent, honnête, à éviter les conflits d'intérêts ». Il y a une question à se poser pour savoir si vraiment il respecte sa parole. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il va toucher une pension. En tant qu'ancien président de la Commission, quand on sait l'argent qui va se faire à la tête de Goldman, enfin à la tête, oui, puisqu'il a un poste exécutif. Non exécutif, mais de conseiller. Oui, c'est quand même un poste de conseiller très important sur les affaires bancaires internationales. Franchement, il faut qu'il renonce à ça. Donc ça, on le demande aussi. Et enfin, plus largement, moi je pense qu'il faut largement durcir les conditions de recrutement. Même si la Commission européenne l'a rappelé, il est tenu au secret professionnel. Vous n'y croyez pas du tout ? Non, c'est pas que j'y crois pas du tout, c'est que, comme ça a été très bien dit par M. Carucci à l'instant, imaginez que Goldman Sachs, ça arrive souvent, a affaire à la Commission européenne pour négocier un certain nombre d'affaires. Si c'est M. Barroso ou un de ses conseillers qui vient
quelle garantie d'impartialité? Donc là, il y a vraiment des réformes urgentes. Et puis surtout, je vous dis, au-delà du conflit éthique qui pose problème, moi je ne veux pas que l'Union européenne se délite à ce point. Or précisément ce type de symbole, parce qu'encore une fois c'est un symbole, mais qui est tellement fort et pour les gens tellement problématique, ça, il faut en finir avec ça. Ouais, on sait pourtant que la banque, Goldman Sachs, a des liens étroits avec la Commission. Comment on peut mettre un terme à ces pratiques? Moi, je crois qu'à terme, mais ça vaut au niveau européen comme au niveau français, il va falloir mettre en place des règles qui interdisent le pantouflage purement et simplement. Regardez en France, ça n'a rien à voir, mais quand vous avez, on va dire, prenons un exemple, un haut fonctionnaire à Bercy, qui sert un gouvernement, mais qui, 1 an avant la fin du mandat, n'a qu'une hâte, c'est trouver son prochain point de chute dans une grande banque, dans une grande institution. Ah bah c'est sûr qu'il va être moins allant si, par exemple, le gouvernement veut faire une réforme bancaire. Bah, ce qui est vrai au niveau français est aussi vrai au niveau européen. C'est-à-dire que M. Barroso, pendant la crise des subprimes, il était en responsabilité. Donc on peut se dire que les liens qu'il a noués avec Goldman Sachs, qu'il a épargnés d'ailleurs pendant cette crise, parce que Goldman Sachs c'est extraordinaire, ils sont en partie responsables de la crise, mais ils passent à travers les gouttes. Vous voyez bien que ces liens qui sont noués, bah, ça crée de la suspicion, de la défiance, c'est bien normal. Ouais, cette moralisation de la vie politique dont vous parlez, avec la loi Sapin 2 qui est en cours d'examen en France au Parlement, contre la corruption, pour plus de transparence, est-ce que les institutions européennes pourraient s'en inspirer ? Oui, alors on travaille quand même largement là-dessus. Par exemple, si vous prenez la question de la fiscalité des multinationales, on avance beaucoup sur la transparence, sur le reporting public pays par pays. Et sur les lanceurs d'alerte, l'Union européenne est aujourd'hui en pointe pour essayer de mettre en place une définition correcte et une protection de ces gens qui rendent un grand service puisqu'ils révèlent depuis des années des scandales auxquels normalement les médias n'auraient pas eu accès. Donc là, il faut les protéger et puis bien sûr, il faut de la transparence. Il faudra d'ailleurs de la transparence pour tous les gens qui soient parlementaires européens, membres de la Commission ou membres du Conseil, qui ont des contacts avec M. Barroso dans le cadre de ses fonctions professionnelles. Donc nous, on demande aussi un registre qui soit public et extrêmement précis. Est-ce que c'est réellement efficace, ce type de registre? Écoutez, en tout cas, oui, ça permet de prévenir quand même un certain nombre de conflits d'intérêts. Je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes, mais ça y contribue. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut durcir absolument la législation pour éviter ce genre de collusion qui, encore une fois, donne une image absolument dégradée de l'Union européenne qui n'en a pas besoin. On a vu la condamnation unanime de la classe politique en France, à droite comme à gauche. Qu'en est-il au niveau européen? Je le disais, avec les eurodéputés socialistes, vous êtes rapidement monté au créneau et avez réclamé des mesures urgentes. Est-ce que les autres parlementaires ont aussi condamné cette nomination? Je ne vais pas vous mentir, moi je trouve que c'est mou. Ça a réagi mollement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que parce qu'on est au mois de juillet, peut-être qu'il y avait l'euro, j'en sais rien, mais ça réagit mollement, trop mollement. Et l'idée de cet appel des députés socialistes français, c'est aussi de sensibiliser nos collègues parlementaires, on va les voir dès demain à Bruxelles, pour qu'on soit le maximum de députés possible à demander une réforme. Le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Mais si vous avez 100, 200, 300 parlementaires, de droite comme de gauche, qui disent ça suffit, alors on aura une pression suffisante sur la Commission et le Conseil pour faire évoluer la législation. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que vous allez réclamer demain? Exactement. Dès demain, à Bruxelles, on est un grand nombre de parlementaires socialistes et radicaux à demander à ce que les choses soient accélérées et puis qu'il y ait une réaction du Parlement par rapport à, encore une fois, à cette affaire qui tombe au plus mauvais moment, parce qu'on sort du Brexit, et le Brexit, c'est ça aussi, il n'y a pas d'envie d'Europe. Si on veut redonner envie d'Europe, le mieux c'est d'être exemplaire. Ouais, et c'est effectivement du pain béni aussi pour les partis d'extrême droite qui, eux, regardez Marine Le Pen, elle ne dit rien, elle n'a rien à dire. Enfin, je veux dire, il y a le Brexit. Et après le Brexit, il ne se passe rien. Là, il y a l'affaire Barroso, rien à dire. C'est vraiment une illustration de la collusion de certaines élites financières avec certaines élites dirigeantes. Il faut mettre un terme à ça, parce que l'Union européenne, c'est pas ça. L'Union européenne, c'est aussi un projet pour les gens, pour les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, des salariés. Là-dessus, l'Europe travaille, l'Europe avance, mais de toute façon, tout ce qu'on peut faire est annihilé par ce genre d'affaires scandaleuses. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vite. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Morel d'avoir été notre invité dans ce face-à-face. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles règles pour le calcul des pensions. C'est l'une des préconisations du comité de suivi des retraites qui a remis son 3e avis annuel à Manuel Valls. Faute de quoi, le niveau de vie moyen des retraités pourrait se dégrader. Explication Stéphane Amalian. Le gouvernement se veut très positif suite à l'avis du Conseil d'orientation des retraites. Le rapport souligne une amélioration progressive de l'équation financière de l'assurance vieillesse.
Pour la première fois depuis le début des années 2000, cette année, les régimes de retraite vont être à l'équilibre. La branche retraite de la sécurité sociale, puisque c'est la sécurité sociale qui paye les retraites dans le secteur privé, nos régimes de retraite sont à l'équilibre. En réalité, 2 conditions sont à réunir sur le long terme pour stabiliser les comptes. Un taux de chômage à 7% et une croissance minimum de 1,5%. Des objectifs réalisables selon Yannick Moreau, présidente du comité de suivi des retraites. L'équilibre est maintenant tout à fait à portée avec une croissance d'environ 1,5% par an. Des comptes redressés, mais l'avenir des retraités inquiète. Leur niveau de vie est actuellement supérieur à l'ensemble de la population avec en moyenne 2 049 € par mois. Mais les retraites sont indexées sur l'inflation. Elle augmente donc moins vite que les salaires des actifs. Le comité de suivi des retraites envisage donc de modifier ce mode de calcul sans donner davantage de détails pour le moment. Cette image à présent au Sénat, le président sud-africain Jacob Zuma en visite officielle en France. Il a été reçu par Gérard Larcher, le président de la Chambre haute. Sur ces images signées Marie Brémond. Les sénateurs ont achevé la discussion générale du projet de loi sur la biodiversité. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Tam Tranui qui nous attend dans l'hémicycle du Sénat. Tam, à présent, c'est la discussion des articles qui va occuper les sénateurs en séance. Oui, effectivement. Et donc, vous l'avez dit, les sénateurs ont terminé la discussion générale il y a environ une demi-heure. Ça a été l'occasion d'entendre notamment Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité, qui a à la fois ouvert la discussion générale et qui l'a conclue en prenant le soin de répondre à chacun des orateurs des différents groupes. Barbara Pompili qui a rappelé qu'elle avait pris ce texte en cours de route puisqu'elle n'a été nommée qu'en février 2016 alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le début du cheminement parlementaire de ce projet de loi sur la biodiversité remonte à il y a 2 ans et demi, en 2014. Mais elle a dit tout de même qu'elle avait fait cette tâche avec passion. Elle a appelé à mettre en place une jurisprudence fidèle à l'ERICA dans la définition du préjudice écologique. Elle a également déclaré qu'il fallait une interdiction à court terme des pesticides néonicotinoïdes avant de véritablement interpeller les sénateurs. En conclusion de son allocution, soyez à la hauteur de ce texte pour les générations futures. Après elle, eh bien, on a pu entendre le rapporteur Les Républicains de ce texte, Jérôme Bignon, également sénateur de la Somme. Jérôme Bignon qui a été salué par les différents groupes par sa volonté de compromis sur ce texte. Jérôme Bignon qui, on peut le dire, est plutôt à l'avant-garde sur les questions environnementales par rapport à son parti, voire parfois à contre-courant. Il essaye effectivement de montrer que les questions environnementales ne sont pas, et je le cite, ce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises, l'affaire de quelques écolos contre le reste du monde, mais bien une préoccupation partagée par l'immense majorité de la société. Il y a enfin une voix tout de même que l'on n'a guère entendue dans l'hémicycle cet après-midi. Eh bien, c'est cette voix de la majorité sénatoriale proche du monde rural. Il y a aussi ces sénateurs proches des agriculteurs, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. Ces sénateurs aussi proches des chasseurs qui ont largement porté leur marque sur le texte lors de la lecture du Sénat, mais dont la voix a manqué cet après-midi. Merci beaucoup Tam pour votre analyse. On continue avec Saveria Rojek qui a pu interviewer Jérôme Bignon, rapporteur Les Républicains de ce texte sur la biodiversité un peu avant la séance. Qu'attend-il des discussions au Sénat? On l'écoute tout de suite. Jérôme Bignon, lors de la dernière lecture au Sénat, le Sénat justement a été accusé d'avoir voté une version assez édulcorée du texte. Comment abordez-vous aujourd'hui cette nouvelle lecture ? C'est une façon un peu différente de l'aborder parce que quand il y a eu un échec de la CMP, comme ça a été le cas, le texte que l'on voit a peu d'importance puisque c'est la dernière version adoptée par l'Assemblée. Nous ne transformons pas le texte, nous nous contentons d'adopter des amendements qui permettront à ces amendements d'être examinés par l'Assemblée nationale à l'occasion de sa dernière lecture. Donc on est dans un processus de construction législative qui est un peu différent et mal connu. Absolument. Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité, lors du précédent examen, avait pointé du doigt l'influence, le rôle des lobbies ici au Sénat. Est-ce qu'elle a tort ? C'est un peu de la polémique. Je trouve que le Sénat a apporté une contribution très importante sur beaucoup de sujets.
on s'est mis d'accord sur les 2/3 des articles, ce qui n'est pas rien. Il en restait quelques-uns qui étaient un peu plus délicats. On peut toujours dire une chose quand on a envie de pointer du doigt pour des raisons politiciennes. On approche des élections, voilà, donc tout ça était un peu exagéré. Alors justement, aujourd'hui, le texte que vous vous apprêtez à examiner, c'est plutôt une version de compromis sur les sujets emblématiques comme les néonicotinoïdes ou l'huile de palme. Voilà, vous avez l'impression de présenter au gouvernement une version, un compromis? Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on tient bon sur nos positions, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on souhaite aller dans le sens du gouvernement. Il y a un sujet, par exemple, comme l'Agence pour la biodiversité, qui est centrale dans la reconquête de la biodiversité. On tient bon et on aide le gouvernement parce que ça nous paraît une bonne idée. Le protocole de Nagoya, on arrive à une solution d'équilibre. Le partage des avantages nous paraît également quelque chose d'équilibré. L'apport constitué par la réparation du préjudice écologique, on revient à la version du Sénat parce qu'on considère que la version juridiquement adoptée, politiquement adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas juridiquement correcte. Voilà. Il y a 2-3 trucs sur lesquels, effectivement, on a encore des points de désaccord, mais vous avez évoqué les néonicotinoïdes. Je crois que on reste sur la date de 2020. Le temps a fait mûrir le texte et aujourd'hui, on est d'accord. D'accord. Une dernière question rapidement sur le calendrier. La loi sera votée, selon vous, avant l'été ? Oui, je pense, puisque la date est déjà prévue à l'Assemblée nationale le 19 juillet, donc le 20 juillet, elle sera certainement adoptée. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme Bignon, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien de Jérôme Bignon avec notre journaliste Saveria Rojek. Et puis retour à présent sur les temps forts de la discussion générale de ce projet de loi biodiversité, la séance de rattrapage préparée aujourd'hui par Jason Vils. Votre Assemblée examine ce projet de loi depuis plus de 6 mois, sous la houlette de votre rapporteur Jérôme Bignon, dont je veux encore une fois saluer l'engagement, la rigueur et la volonté de trouver des voies de compromis, même si cela n'a pas toujours été facile. 6 mois pendant lesquels vous avez dialogué avec le gouvernement, pendant lesquels l'Assemblée nationale, à votre suite, a travaillé sur ce texte, un texte indispensable, un texte que nous voulons ambitieux. Car ce texte est un texte d'espoir, qui repose sur le postulat que la perte de biodiversité peut être enrayée et le mouvement inversé. Le rythme actuel de disparition des espèces animales et végétales est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Répondre à ce défi, c'est notre objectif, parce que c'est au sens premier du terme une question vitale. La nature possède des capacités importantes pour se restaurer grâce à sa diversité, à condition tout de même qu'on ne l'ait pas trop gravement endommagé. Or, sur beaucoup de points, nous avons dépassé un seuil. Le seuil au-delà duquel la régénération n'est pas suffisante pour compenser les destructions que nous causons à la nature. Et cela, c'est difficile à faire admettre. Le texte qui vous est soumis est complet dans sa conception, enrichi dans son examen. Il sera le cadre de nos politiques de biodiversité pour des années. Il convient donc, comme cela avait été le cas avec la loi de 1976 sur la protection de la nature, dont nous avons fêté hier les 40 ans, d'en faire un texte partagé. J'étais samedi à Saumur, au congrès de la LPO, qui avait judicieusement invité, pour parler de la loi de 1976, plusieurs anciens ministres de l'Environnement. Ce que je retiens de ces échanges, c'est qu'au-delà des différences d'approche de nature politique, et qui sont parfaitement légitimes en démocratie, chaque acteur qui a témoigné lors de la table ronde consacrée à la loi de 1976 a eu à cœur d'assurer l'application la plus fidèle des principes et dispositifs de cette loi. Et qu'il convient donc de penser que le texte qui nous est proposé n'est pas le texte d'un gouvernement, même s'il vous est proposé par ce gouvernement, qu'il n'est pas le texte d'une majorité, même s'il sera probablement voté par la majorité de l'Assemblée nationale, et pas le texte d'aujourd'hui, même s'il est essentiel qu'il soit adopté au cours de cette législature, comme le président de la République s'y était engagé. Non, ce sera le texte de la République, qui sera appliqué par des gouvernants à venir, quelle que soit leur orientation politique. Je vous le disais et vous le redis en conclusion, ce texte est un texte de confiance dans un pays, la France, sur lequel reposent tant de responsabilités. Des responsabilités qui tiennent à ses richesses naturelles, en métropole et outre-mer,
mais aussi des responsabilités que j'ai évoquées devant vos collègues députés et que j'ai pu mesurer récemment lors de la 2e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est tenue à Nairobi. Des responsabilités qui tiennent au statut de notre pays dans le concert des nations. Dans le monde, notamment, depuis la réussite de la COP21, la voix de la France sur les questions environnementales est entendue et attendue. Alors collectivement, soyons dignes de nos richesses naturelles, soyons dignes de cette attente, soyons à la hauteur de cet enjeu de la biodiversité qui conditionne l'avenir des générations qui viennent. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous sommes presque arrivés aujourd'hui au terme d'une longue procédure parlementaire sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Nous y avons travaillé pendant plusieurs mois puisque le gouvernement a déposé ce texte sur le bureau de l'Assemblée nationale au printemps 2014 et que nous l'examinons aujourd'hui en nouvelle lecture après l'échec de la commission mixte paritaire le 25 mai dernier. Nos débats furent longs, parfois vifs, car les positions de chacun, sur chacun des bancs n'étaient pas toujours les mêmes, mais toujours passionnants. Je le souligne, car cette procédure normale d'examen a pu sembler fastidieuse, car trop étalée dans le temps. J'ai tenté de rencontrer le plus d'acteurs possible, d'associer mes collègues non seulement de la Commission des affaires économiques, puisque nous avons eu le rapport pour avis de cette commission sur les problèmes agricoles, mais également de la Commission des lois sur le préjudice écologique. J'ai travaillé au fur et à mesure des lectures en tentant de demeurer ouvert et sans préjugés. Ce n'a pas toujours été très facile, c'était incroyablement enrichissant et même si ça peut fatiguer parfois, j'en garderai un souvenir intense. On fait du droit dans une assemblée parlementaire. Il y a des gens qui semblent parfois l'oublier, mais l'Assemblée a vocation à créer des normes qui deviennent le bien commun de la communauté que nous constituons. Le projet de loi relatif à la biodiversité fait entrer toujours plus avant le droit de l'environnement dans des principes forts et séculaires de notre droit. Tous les principes ne sont pas à même maturité juridique. On va avoir des débats cet après-midi pour montrer, par exemple, je le prends volontairement, le principe de non-régression, dont je partage l'ambition, dont je pense qu'il n'est pas à maturité juridique pour entrer dans notre droit positif à l'heure où je vous parle. Je pense donc à ce principe, mais je pense également au texte que nous avons fait entrer dans notre droit, que nous retiendrons tous pendant quelques années, c'est la révolution juridique que représente l'inscription de la réparation du préjudice écologique dans notre Code civil. C'est un moment important, je serais tenté de dire qu'il est fondateur, et je voudrais saluer à nouveau le président Retailleau qui est à l'origine de cette innovation. Grâce au Sénat, cette loi va créer du droit, va faire rentrer du droit dans le droit positif, droit qui était jurisprudentiel, qui va devenir inscrit dans notre code aux endroits les plus sensibles du code civil et aussi les plus anciens, au sens le plus noble du terme, car la protection de la biodiversité, des espèces et des sites passe également par un renforcement de notre droit de la responsabilité, par des innovations juridiques qui adaptent notre droit aux évolutions des risques encourus par nos écosystèmes, qui ont malheureusement souvent une origine anthropique. L'homme doit être capable de réparer les dommages qu'il cause à l'environnement et, ce faisant, qu'il se cause à lui-même, à son avenir et à celui de la planète. La réparation du préjudice écologique pur, c'est-à-dire celui subi par l'environnement en tant que tel, va désormais entrer dans notre droit. Malgré l'urgence de la situation, avec un effondrement de la biodiversité banale, ça a été cité tout à l'heure, sur ce chiffre quand même incroyable de 420 millions d'oiseaux disparus en Europe sur 30 ans, la majorité sénatoriale de droite refuse encore absolument le principe même de ce texte, l'intégration dans l'action publique du principe de zéro perte nette de biodiversité, avancée pourtant nécessaire pour assurer notre propre avenir d'humain, lui aussi membre du vivant. Notre groupe s'indigne aussi du recul sur le rattrapage de la taxe sur l'huile de palme. Le Sénat l'avait pourtant introduit en première lecture, c'est vrai un petit peu à la surprise générale, mais dès le lendemain, les lobbies de tous ordres engageaient leur travail de sape avec des accueils bienveillants de leurs arguments sur bien des bancs. Je voudrais rappeler les 3 priorités qui nous ont guidés dans l'examen de ce texte au Sénat. La première, c'est de ne pas séparer la préservation de la biodiversité de la prise en compte de la réalité économique, donc par là même des acteurs de la biodiversité, qu'il s'agisse des agriculteurs, qu'il s'agisse des chasseurs, qu'il s'agisse des gestionnaires d'espaces naturels. Nous avons voulu faire preuve de pragmatisme, nous avons voulu tenir compte de la réalité du terrain, aspect qui manquait
considérablement dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Notre deuxième priorité, c'est le souci permanent de la simplification. Chaque fois que cela a été possible, nous avons voulu alléger les procédures en rendant plus lisibles et plus souples les dispositifs proposés par ce texte. La troisième priorité, c'est celle de la confiance aux acteurs et singulièrement aux acteurs de terrain. Nous n'avons à aucun moment, Madame la ministre, remis en question l'ambition portée par le projet de loi. Je ne voudrais pas aggraver mon cas en disant Madame le ministre, donc je demande que ce soit rectifié au procès-verbal. Madame la ministre, à aucun moment nous avons voulu remettre en cause l'ambition de ce texte. J'en veux pour preuve le compromis trouvé en commission sur le sujet ô combien délicat des néonicotinoïdes, où là aussi nos positions ont été particulièrement caricaturées par la presse et les réseaux sociaux, qui n'ont pas hésité à considérer que nous étions réactionnaires, ringards et bien sûr tueurs d'abeilles. L'interdiction des néonicotinoïdes a suscité de vives émotions, mais il y a des avancées dans les esprits. Pour nous, il n'y a pas de solution acceptable et efficace autre que la généralisation de leur interdiction dans un délai proche. Nous avions demandé 2017, nous nous rallierons à la date du 1er septembre 2018. Il faut que ce dossier avance car ces insecticides sont délétères en raison des effets dits cocktails, de leur rémanence et de leur très grande toxicité. Les dérogations qui ont été instaurées ne sauraient devenir la règle et la règle l'exception. Les solutions de substitution sont déjà expérimentées à travers des pratiques agronomiques intelligentes. Nous pensons que les solutions doivent venir des agriculteurs et non pas de l'industrie chimique qui ne manque jamais d'ingéniosité pour remplacer à chaque interdiction les produits dangereux par de nouvelles molécules plus puissantes et plus nocives. Dans l'ensemble, nous sommes favorables au texte voté par l'Assemblée nationale, même si certaines mesures restent en deçà de nos espérances. Mais une chose est sûre, personne ne pourra plus considérer la perte de biodiversité comme quelque chose d'anodin et au fond, notre préoccupation constante qui préfère le préventif au curatif, qui vise à ne pas dégrader pour éviter l'ensemble des coûts de la réparation, trouve un écho dans ce projet de loi. Il est 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Les Bleus à l'Elysée, malgré sa défaite hier face au Portugal, la sélection française a été reçue par le chef de l'État. Il salue ainsi le beau parcours des joueurs qui ont fait vibrer tout un pays pendant un mois. François Hollande profitera-t-il de cette parenthèse enchantée? Le débat est à suivre. Le projet de loi biodiversité de retour au Sénat pour une nouvelle lecture. Un texte qui pourrait consacrer l'inscription du préjudice écologique dans la loi. Une reconnaissance tardive mais rendue nécessaire depuis la catastrophe de l'Erika en 1999. Avalanche de critiques après la nomination de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. L'ancien président de la Commission européenne va devenir président non exécutif de la banque d'affaires, tenu pour responsable de la crise des subprimes et soupçonné d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes. Les eurodéputés socialistes réclament des mesures urgentes et l'annulation de ce recrutement. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner jusqu'à 18h30, Tam Trani et Saveria Rojek en direct du Sénat. Pour toutes les réactions à l'actualité de ce jour, le multiplex, c'est tout de suite. Et on commence d'ailleurs avec Tam Trani qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, les sénateurs viennent d'entamer l'examen des articles concernant ce projet de loi sur la biodiversité. Oui, il va y avoir une cinquantaine d'articles qui vont être débattus. Environ 80 amendements ont été déposés. Donc vraisemblablement, les sénateurs devraient terminer l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur la biodiversité ce soir. Et tout à l'heure, le débat a d'abord porté sur l'article 2, un article qui vient d'être supprimé par les sénateurs et qui pose le principe de compensation écologique. Je vous rappelle que la Commission avait déjà retiré le fait que ce mécanisme devait viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Un principe donc de non-régression écologique qui fait l'objet d'un véritable désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et je vous le disais, donc le Sénat a commencé par supprimer ce fameux article 2 qui est quand même très important dans ce texte. Autre point de discussion qui est en cours de débat, l'article 2 bis qui porte lui sur le préjudice écologique dont vous avez parlé tout à l'heure en plateau. Et donc si le principe a été inscrit dans le texte à l'initiative du Sénat, il y a encore un désaccord entre les deux chambres sur le régime de réparation du
du préjudice écologique. Alors cet après-midi, il y a tout de même relativement peu de monde dans l'hémicycle. Il faut aussi dire que cette nouvelle lecture ne devrait pas permettre au Sénat d'apposer de nouvelles modifications à ce texte, puisque le sort du projet de loi sur la biodiversité sera définitivement scellé d'ici quelques jours lors de l'ultime lecture à l'Assemblée nationale, le 20 juillet, l'Assemblée nationale qui a donc le dernier mot. Merci beaucoup Tam. Et justement, vous venez d'en parler. On va s'acheminer peut-être vers la fin d'un long marathon parlementaire pour le préjudice écologique. Cette disposition contenue dans le projet de loi sur la biodiversité, elle pourrait être entérinée définitivement et inscrite dans la loi après des années d'attente, comme nous l'explique Faustine Saint-Geniès. Le préjudice écologique, bientôt inscrit dans le Code civil, c'est un combat de plus de 17 ans qui pourrait s'achever avec l'adoption du projet de loi biodiversité. Tout commence avec le naufrage de l'Erika en 1999. 400 km de plages souillées, une faune et une flore dévastées et le début d'une procédure longue et incertaine. Il faudra attendre 2012 pour que la Cour de cassation reconnaisse le préjudice écologique causé par le naufrage de l'Erika. C'est aussi un signe très important aujourd'hui où il y a tant de plateformes en mer. C'est un signe qui leur est adressé. Si vous avez un accident et que vous en êtes responsable, vous paierez les dommages sur la côte, même si c'est très loin de la côte. Bruno Retailleau, alors président du Conseil général de Vendée, se félicite et veut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est la victoire, c'est le soulagement parce que c'est 13 ans de combat et surtout, désormais, on sait que la mer n'est pas une zone de non-droit, la mer n'est pas une zone d'impunité. Il s'empresse alors de déposer une proposition de loi pour l'inscrire dans le Code civil. L'initiative fera long feu. Adopté à l'unanimité par le Sénat en mai 2013, le texte attend toujours pour être examiné par l'Assemblée, bloqué depuis 3 ans dans les méandres de la navette parlementaire. Dans le même temps, Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, reprend la main sur le dossier en vue de présenter un projet de loi emblématique sur le sujet. Il restera lettre morte, maintes fois annoncé, jamais déposé. Il faudra donc attendre 2016 et se contenter d'un article introduit par le Sénat dans le projet de loi biodiversité. Mais pour cet avocat spécialiste du droit de l'environnement, l'essentiel n'est pas le principe mais son application. Une fois que vous avez déclaré que vous alliez réparer le préjudice écologique, il faut savoir comment le réparer. La difficulté majeure, c'est évidemment de savoir ce que ça coûte, ce que coûte un arbre, ce que coûte de la steppe millénaire, c'est ça, c'est la difficulté de chiffrer. Il n'y a aucun guide aujourd'hui, il n'y a aucune nomenclature du préjudice écologique. Il existe bien un mécanisme de compensation écologique, insuffisant pour l'instant pour trancher au cas par cas. Une nomination qui n'en finit pas de faire des vagues, celle de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. L'ancien président de la Commission européenne va rejoindre la banque d'affaires impliquée au plus haut niveau dans la crise des subprimes et accusé d'avoir maquillé les comptes de la Grèce. Jordan Klein. Son poste, président non exécutif et conseiller de Goldman Sachs. Sa mission, limiter les effets négatifs du Brexit. Mais cette nomination sonne comme un coup de tonnerre dans la sphère politique européenne. Goldman Sachs est accusé, au début des années 2000, d'avoir aidé la Grèce à maquiller ses comptes publics pour respecter les exigences de la zone euro. C'est-à-dire d'avoir trompé la Commission européenne que dirigeait José Manuel Barroso. Il faut respecter les règles démocratiques. Et là, quand on a l'impression que ce sont des élites, indifféremment politiques, administratives ou économiques, qui gèrent en vase clos notre devenir, se souciant pas des préoccupations premières des citoyens, oui, c'est une sorte de doigt d'honneur. Si les gens de l'élite n'ont pas un minimum d'éthique personnelle, alors en effet, ils donnent une bien singulière image et contribuent à faire monter l'exaspération des citoyens et sans doute ce qu'on appelle le populisme. Mais dans les faits, José Manuel Barroso n'a pas enfreint de règles, puisqu'au-delà de 18 mois après la fin de son mandat, rien ne l'oblige à rendre des comptes auprès de la Commission. Malgré tout, certains sénateurs dénoncent un conflit d'intérêts avec les institutions européennes. Le problème, c'est plutôt comment on va écouter M. Barroso, parce que imaginons que demain Goldman Sachs ait à discuter, négocier avec l'Europe, avec la Commission européenne, et que ce soit M. Barroso qui vienne discuter. Reconnaissons que ce serait quand même à la fois cocasse et franchement inacceptable. Les liens qui unissent Goldman Sachs et l'Europe sont déjà étroits, à l'image de Mario Draghi, aujourd'hui président de la BCE, la Banque centrale européenne, et ancien vice-président de Goldman Sachs.
La fin du rêve des Bleus. Hier, les Français se sont inclinés face au Portugal en finale de l'Euro de football 1-0 après prolongation. Malgré la défaite et la déception, les joueurs ont été reçus à l'Elysée à midi par le chef de l'État. Pourra-t-il d'ailleurs profiter de cette ferveur populaire qui a entouré l'équipe nationale depuis le début de la compétition? Élément de réponse avec Cécile Sixou et Héloïse Grégoire. Visage fermé, les Bleus font grise mine en arrivant à l'Elysée. Didier Deschamps et Hugo Lloris mènent la marche vers le perron où les joueurs sont remerciés par François Hollande. Pas de sourire sur la photo de famille, malgré les encouragements de quelques supporters venus leur dire merci à l'entrée de l'Elysée. Je suis là pour voir les Bleus. J'ai appris que les Bleus étaient invités par le président de la République. Donc, comme je repars ce soir sur Antibes, je me suis dit, mais voilà, je vais me présenter à l'Elysée. Défaite sportive, mais victoire économique. Selon Patrick Caner, le ministre des Sports, l'euro aurait généré 1 milliard d'euros d'activités économiques, auxquelles s'ajouteront les retombées de la TVA. Autre victoire pour la France, celle de l'image. L'euro pouvait commencer dans les pires conditions. Rappelez-vous, une semaine avant, les inondations, quelques jours avant encore, les pénuries d'essence, les grèves à la SNCF. Vraiment, on pouvait avoir de grosses difficultés. Pourtant, le peuple s'est rassemblé et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. En assurant l'événement sans presque aucun encombre, la France a posé une pierre dans le jardin des JO de Paris. Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Claude Boulard, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Sarthe. Merci d'être avec nous. Jean-François Longeot est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur UDI-UC du Doubs. Nous accompagne également Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Et Joachim Barbier, bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine SoFoot. Alors, le phénomène va bien au-delà du sport et c'est pour ça aussi que nous avons choisi de vous en parler ce soir dans Sénat 360. Sport et politique ne sont jamais bien loin. Jean-Claude Boulard, est-ce que ça fait du bien ce beau parcours des Bleus, même s'ils n'ont pas accédé à l'ultime marche? Ça fait du bien au moral de la France, des Français, à ceux qui la gouvernent aussi? De la France. Restons-en là. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je trouve qu'à moins qu'on sombre dans du pain et des jeux, on peut sombrer dans cette idée. Moi, je ne suis pas favorable. Il y avait un défi. Est-ce que ça se déroulerait bien? Et je salue le travail fait par la sécurité, par les forces de l'ordre, par le gouvernement, puisque ce n'était pas simple que ça soit une réussite au plan de l'organisation. C'est une réussite. On craignait quand même, y compris le terrorisme. Il y avait beaucoup d'interrogations. De ce côté-là, pour l'image de la France, c'est une réussite. Oui, Jean-François Longeot, est-ce que vous dites au contraire, peut-être sans parler de récupération politique, que ça fait quand même du bien? Ah mais ça fait du bien. Bon, la récupération politique, oui, mais je crois que c'est pas là l'essentiel. Je crois que l'essentiel, c'est que cette réussite, même si effectivement on aurait souhaité être champion d'Europe hier soir, mais cette réussite, c'est un vrai gage de la bonne organisation de la France. Et quand on se rassemble, on s'aperçoit que la France est un grand pays et qu'on est capable de faire de belles choses. Et François Hollande l'a dit lui-même, la France avait besoin de se rassembler, de se retrouver. Oui, elle s'est retrouvée, mais je crois que, vous savez, je le disais dans une de vos émissions il y a peu de temps, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut que l'on remette dans le dictionnaire, c'est le mot confiance. Faisons confiance aux gens. Et je crois que cette confiance, elle a créé derrière, effectivement, cet engouement, elle a créé ce rassemblement, et c'est vraiment le mot confiance. Confiance en notre équipe, confiance en notre entraîneur. Voilà, je crois que il faut qu'on mette un peu de côté toutes ces choses sur celui-là, elle a fait ça, c'est pas bien, mais si c'était moi, j'aurais fait mieux, mais puis celui-là, ceci, puis celui-là, ça. Et je crois que ça ne fait pas avancer notre pays, mais là, on a effectivement montré qu'on était un grand pays. Ouais. Joachim Barbier, en 2012, vous disiez bien, la France n'aime pas le foot. Vous aviez d'ailleurs sorti un ouvrage, ce pays qui n'aime pas le foot. Là, ça a changé, on est passé complètement à autre chose avec cette équipe de France? On est passé à autre chose parce qu'on est en finale. Si on avait été sorti au premier tour, je suis à peu près sûr que tous ceux qui avaient vivement critiqué
les joueurs en disant souvent un peu n'importe quoi. Après Naïsna, même si il y avait des critiques qui étaient méritées. Donc voilà le problème en Afrique du Sud en 2010, les joueurs, on le rappelle, n'étaient pas sortis du bus, c'était en grève. Qui avait été éliminé au premier tour. Le problème, c'est que souvent les critiques arrivent après les défaites, donc on pardonne beaucoup plus aux gagnants ou ceux qui arrivent en finale, comme avec les Français. Mais c'est vrai qu'on a moins entendu les populistes de droite et de gauche critiquer soit la couleur de peau des joueurs, soit éventuellement des comportements. Donc pour ça, on en est resté au football pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu, et pas essayer de récupérer ce qui reste quand même un des loisirs les plus populaires en France pour parler d'échec de l'intégration ou de je ne sais quoi. Donc pour le coup, ça a été plutôt réussi. Ouais, Jean-Daniel Lévy, pourtant, on le disait, sport et politique, c'est quand même jamais loin. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de cet euro sur le chef de l'État? Est-ce qu'il peut en profiter, même si la victoire finale n'était pas au rendez-vous? Même quand il y a victoire, c'est pas forcément un effet extrêmement bénéfique pour le pouvoir politique en place, ou alors c'est extrêmement fugace. On a tous en tête qu'en 1998, et Jacques Chirac et Lionel Jospin ont profité, entre guillemets, de la victoire de l'équipe de France. En revanche, l'Euro 2000, qui avait été gagné par Didier Deschamps et son équipe, on s'en rappelle à cette époque-là, n'avait eu qu'un très faible effet sur l'opinion et sur le regard qui était porté à l'égard de l'exécutif. On est quand même face à des citoyens qui sont des citoyens assez adultes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire que si on a réussi, c'est grâce au président de la République, et si on a échoué, ça serait à cause de lui. Donc ça crée plutôt un sentiment général et une ambiance globale dans le pays. Et c'est vrai que quand on regarde et quand on a été amené à travailler ou à interroger les Français, ils nous parlaient vraiment de l'euro. 2, ils nous parlaient de l'équipe de France, et puis avec le sentiment un peu de fierté, parce qu'en fait, parler de l'équipe de France de football, c'est pas parler que de sport, c'est parler également d'une forme de représentation que l'on peut avoir à l'égard d'une image de ce que peut être la cité française. Et d'ailleurs, si on prend tous les débats qu'il y a pu avoir autour de Benzema, aussi bien au moment de savoir est-ce qu'il doit être ou pas sélectionné, que avant est-ce que Didier Deschamps a-t-il ou pas été raciste, on a pu voir que la question n'était pas une question sportive, c'était une question d'identité. Donc derrière l'équipe de France, c'est est-ce qu'ils arrivent à bien nous représenter, est-ce qu'ils arrivent à bien se conduire, est-ce qu'ils arrivent globalement à donner une bonne image de la France. C'est sensiblement ce qui a été perçu de la part des Français, et donc avec une petite amélioration du climat, sans que pour autant on puisse dire que ça va être extrêmement profitable à l'exécutif. Oui. Jean-Claude Boulard, vous l'avez ressenti, cette fierté d'être français parmi vos administrés? Ça a suscité quand même un engouement, une certaine ferveur populaire. Écoutez, c'est quand même logique. On est en train de rappeler les évidences. Quand les Français se rassemblent et gagnent, ils sont fiers. Honnêtement, ça me paraît tellement naturel. Il y aurait de temps en temps, si on revenait à des sujets tellement simples. Bon, bien sûr que c'est pas le président qui a gagné. Si on avait perdu, je suis pas sûr qu'il n'y aurait pas eu un petit procès, surtout dès le début. Mais honnêtement, ça urge de faire la séparation. Le foot et la politique, c'est quand même deux sujets, heureusement, très à force de tout mélanger. Là aussi, le discrédit, dans lequel c'est une sorte de tentation de toujours tout mélanger. Le champ politique, c'est un domaine. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Par exemple, François Hollande n'a pas sa place lorsqu'il va encourager l'équipe au stade, par exemple? Attends, moi, quand j'ai un match de foot, je l'encourage. En tant qu'élu, on a notre place pour encourager son équipe. Point barre. C'est la règle, c'est la tradition. On salue son équipe. Quoi de plus normal? Tout le monde le fait. Mais s'interroger sur le point de savoir si ça va avoir un enjeu sur l'issue des échéances électorales de demain, me semble-t-il, ça n'a aucun sens. Il faut que ça n'ait aucun sens. Ouais. Jean-François Legendre, est-ce que vous êtes d'accord? Puisque en 2002, on avait quand même beaucoup dit que c'était aussi la génération Zizou, Zidane, qui avait permis la réélection de Jacques Chirac, notamment. Je ne sais pas si la réélection de Jacques Chirac est ce qu'on disait à l'époque. Elle est due à Zidane. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut effectivement faire une différence entre le sport et le monde politique. Je crois que, bien sûr, on ne peut pas échapper à un président de la République ou un maire qui va encourager son équipe. Mais ça me paraît normal. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, moi qui aime bien le football, ça m'est arrivé. On disait oui, mais il aime le football, donc il privilégie l'association sportive du football. C'est pas vrai. Je crois que non. Je crois que c'est un mauvais procès. En plus, des fois, ça nous fait un petit peu reculer en disant je vais pas aller là parce que je vais être taxé de ça. Non, je crois que le sport a, dans son ensemble, que ce soit le football ou autre, a
un vrai facteur d'unité, c'est un vrai facteur de fraternité. Le foot. Je pense que autour de, oui, le foot, mais aussi plein de choses. Je crois qu'autour de Roland Garros, autour de certain nombre de choses, on sent cet engouement et cette fraternité. Alors c'est vrai qu'on l'a pas à Roland Garros, parce qu'il y a déjà un moment qu'on n'a pas gagné quelque chose à Roland Garros. Mais je pense que le sport, c'est la fraternité. Je crois que c'est quelque chose. Et je voudrais en profiter pour dire que cet engouement et cette bonne organisation de la France doit nous permettre de réfléchir à cette candidature au JO de 2024 et puis à cette candidature de la France pour l'exposition universelle de 2025. Je crois qu'on voit qu'on sait organiser les choses, on sait faire et on sait se rassembler. Est-ce que vous êtes d'accord, Joachim Barbier, sur cette séparation appelée par les sénateurs présents sur ce plateau entre le sport et la politique, ou au contraire, est-ce que la frontière est toujours très ténue entre les deux ? C'est toujours la question de la récupération des hommes politiques. Donc après, c'est à leur propre responsabilité. Je me rappelle qu'après 2010, il y a eu 3 pays où la défaite de la sélection est devenue une affaire d'État. C'était la France, donc le Nigeria et la Corée du Nord. Donc je vous laisse voir avec qui on s'était retrouvés. Donc voilà, mais enfin en France on a un financement du football qui a longtemps été fait par les collectivités. Donc forcément il y avait un lien, et que quand la ville, quand Saint-Étienne réalise des bons résultats, forcément que c'est toujours bon pour la promotion. Un grand événement sportif, c'est toujours une opération de communication pour un pays. Après, c'est savoir quel type d'opération de communication, mais quand la Russie organise les JO, Poutine forcément met en scène son régime. Donc après c'est juste une question d'attitude. Moi j'ai bien aimé le président islandais qui se retrouve dans la tribune avec les supporters et qui porte le maillot et qui est juste un supporter lambda. C'est vrai qu'en France, notre monarchie républicaine fait que les élus sont plutôt dans la tribune d'honneur. Donc ça serait bien qu'ils aillent des fois de temps en temps aussi avec les supporters. Donc voilà, mais c'est chaque élu. Moi, quand on en entend certains, effectivement, comme le football est intelligible et compréhensible par tout le monde, on l'utilise pour parler d'autres choses. Donc c'est ça qui est embêtant, parce qu'on a l'impression qu'effectivement le discours politique n'a plus beaucoup d'écho et que des fois c'est compliqué, des fois c'est technique, tandis que le football permet finalement de parler d'autres choses. Ouais. Jean-Daniel Lévy, le chef de l'État a sa place lorsqu'il va au stade, comme on a pu le voir. On sait que par exemple l'absence d'Angela Merkel pour la demi-finale avait été remarquée et avait suscité des interrogations autour de cette absence. Oui, en tout cas personne ne remet en cause le fait que le président de la République soit présent à ce moment-là. Enfin, c'est des moments en fait où on a envie collectivement de pouvoir se retrouver, et le fait qu'il y ait une représentation nationale, là en l'espèce, pose pas de débat, pas plus qu'il va y avoir à mon avis le moindre débat sur le fait que, comme on l'a vu sur les images tout à l'heure, l'équipe de France est reçue à l'Élysée. C'est un moment en fait où il est question de sport, mais pas uniquement. Enfin, c'est pas n'importe quel sport, c'est un sport collectif, c'est le sport qui est le plus pratiqué en France. C'est celui en fait dont on parle le plus et pour lequel en fait il y a les magazines sportifs qui sont les plus consacrés. Donc ça renvoie également à une dimension qui peut être une dimension collective. Les Français ont envie de se rassembler. Là, ils ont le sentiment que au moins autour de ces moments-là, ils peuvent se rassembler, que ce soit entre amis, en famille, un sujet d'échange et de discussion. Donc ça constitue un point d'orgue, et ça constitue un point d'orgue dont on mésestime également la portée au niveau international. Nous, quand on est amené par exemple à interroger des journalistes qui viennent en France, dans le cadre de ces événements-là, comme ça peut être le cas par exemple en 98, il y a une image de la France qui ressort, qui est différente de celle qu'il pouvait avoir précédemment, avec le sentiment d'un pays qui marche mieux que ce à quoi il s'attendait, avec des infrastructures qui sont bien plus fortes que ce qu'il pouvait imaginer, avec le sentiment d'avoir une organisation qui est une organisation particulière et qui fait une forme de force de la France et qui permet de rejaillir par-delà nos frontières. Avec des retombées économiques aussi, il ne faut pas les nier, peut-être Jean-Claude. Non, mais pour l'avenir, l'image de la France, la capacité à organiser dans un contexte difficile, avec des risques et des menaces, la sécurité d'une grande manifestation par rapport à la candidature au JO, par rapport à l'exposition universelle, c'est quand même une réussite, c'est tout, il ne faut pas aller au-delà, ça suffit. Quand la France gagne, pourquoi en ajouter ? Imaginez par contre le président ne soit pas présent, on critiquerait. Avec les supporters qui ont des problèmes de sécurité, ça, honnêtement, je ne le conseillerais pas aujourd'hui. Là aussi, le président islandais, il me semble, le président islandais n'est pas tout... Arrêtons de tout mélanger, justement. Le président islandais n'est pas dans la même situation que le président d'un pays comme le nôtre, menacé par le terrorisme. C'est à force de tout mélanger
de tout comparer, de tout mettre sur le même plan, que les Français ne comprennent plus rien. Je trouve que c'est parfaitement normal que le président soit à la tribune officielle avec un peu... Et la dernière fois au Stade de France, rappelez-vous quand même, attentat dans le stade. On oublie quand même un peu vite. Attentat dans le stade, tout le monde se dit l'euro n'aura pas lieu. Certains disent qu'il faut annuler. C'est trop dangereux. Je trouve que pour l'image de la France, c'est une pleine réussite. Après, chacun peut tirer parti d'une bonne image de la France, puisqu'on est tous rassemblés pour construire cette image. Je voudrais qu'on en vienne aussi à cette équipe de France, hein, Jean-François Longeau. On se souvient qu'on avait beaucoup parlé de la génération Black Blamber. François Hollande dit maintenant, on n'en est plus là à se poser à cette question de la couleur de peau, de l'origine des joueurs. Ce sont les Bleus, point, c'est tout. Eh bien, oui. Oui, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France avec certains qui sont noirs, d'autres sont blancs, d'autres sont... Je sais pas, pour moi c'est l'équipe de France. Il y a une évolution des mentalités quand même sur ce point peut-être par rapport à 98 aussi. Oui, peut-être, mais vous savez, je crois qu'il faut qu'on reste à l'essentiel. C'est l'équipe de France parce que ce qu'elle nous a montré, comme en 1998 d'ailleurs, cette génération qui a montré aux jeunes ce qu'était le sport, ce qu'était le goût de l'effort, ce qu'était le goût de travailler, le goût de... Et ça a donné une fierté à nos jeunes. Et je crois que il y a eu la génération Zidane aujourd'hui, il y a la génération d'Antoine Griezmann, il y a la génération d'autres. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est l'équipe de France. Moi, ça ne me dérange pas. Quand je les entends, d'ailleurs, chanter la Marseillaise, ça me pose... Très bien. Mais il faut qu'ils la chantent. Oui, il faut qu'il la chante. Oui. Il y a quand même une évolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, des mentalités, de la perception justement de notre équipe nationale, Jacques ça dépend, parce qu'il y a 2 ans, quand on était entre les histoires de Zaya et puis après de la sextape Valbuena, on a parlé de ça, clairement. Que ce soit les médias, que ce soit les responsables politiques, que ce soit un certain nombre de personnes, parler de culture racaille, de tout mélanger, de dire que parce que c'était des gens qui s'étaient convertis à l'islam, parce que c'était la culture de la banlieue qui polluait une forme de représentation nationale. Donc là, oui, depuis un mois, mais il ne faut pas non plus qu'on soit totalement amnésique. Ces débats, on les a entendus pendant très très longtemps, et là, comme la France est arrivée en finale, effectivement, mais la construction de cette France Black Blamber, si on se rappelle bien, les premiers papiers qui ont été faits, c'est une construction médiatique, c'était les journaux étrangers, c'est-à-dire qu'ils voyaient l'équipe de France, et finalement, ça disait moins quelque chose sur la France que ces pays-là. C'est-à-dire que, par exemple, les Allemands se rendaient compte que eux, ils avaient une équipe qui était composée pratiquement d'Allemands, avec 1 ou 2 joueurs d'origine polonaise. Les Anglais, c'était pareil, mais la France avait effectivement une diversité, et on a mis cette diversité au service de la victoire, ce qui était évidemment faux. Mais donc voilà, mais effectivement aujourd'hui plus personne, j'espère, ne compte les Noirs ou les Arabes en équipe de France, pour parler franchement. Vous avez pu le mesurer ça dans l'opinion, Jean-Daniel Lévy, peut-être sur cette évolution des mentalités, sur ce sentiment d'être représenté par cette équipe nationale? Il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est qu'on a bien vu que la polémique avait été lancée, pas uniquement, mais par Benzema et Cantona autour de l'idée, y a-t-il ou pas Didier Deschamps qui est raciste, n'a pas eu vraiment d'incidence dans la société française, et la perception en fait que c'était un faux procès, notamment au vu des accusations entre guillemets qui reposaient sur les épaules de Benzema. Et puis parallèlement à cela, on est face à un regard à l'égard du football qui a quand même évolué. Il y a quand même un avant et après 98. Depuis 1998, on a beaucoup plus de personnes qui sont issues des catégories supérieures, qui avant considéraient que le football était un sport populaire et donc pas digne, entre guillemets, ou en tout cas pas de nature à pouvoir s'enthousiasmer, est aujourd'hui apprécié de manière massive, même par des personnes qui sont issues des catégories supérieures et qui jusqu'à présent étaient plus rétives, ou en tout cas il y a encore une quinzaine d'années, et qui étaient rétives à supporter ce sport-là. Ça a été boudé un peu par les élites, Jean-Claude Boulard, le football? Boudé par les élites peut-être à une certaine période, le football? Écoutez, je ne sais pas qui sont les élites. Je crois qu'il y a une crise, mais je les repère mal. Les élites, et c'est un mot que je déteste. Non, honnêtement, c'est le mot le plus détestable que je voudrais vraiment dire. Écoutez, moi, dans ma ville, il y a eu des soirées formidables, dans les restos, dans les bistrots, avant match, pendant match, après match. Ils s'étaient rassemblés, venant souvent de tous les quartiers, de tous les milieux. Le stade de foot est quand même l'endroit, en général, dans les matchs, où on a à la fois le MEDEF et la CGT.
quand moi j'avais des grands matchs au Mans, il y avait les représentants des chefs d'entreprise, les représentants des syndicats. Il n'y a pas beaucoup de sports. À Roland-Garros, je suis moins sûr. Moins sûr. Mais le foot, c'est clair. C'est un sport de rassemblement. Et je vous jure que dans nos villes, les soirs de match, nos villes étaient rassemblées. Et rien que ça, c'est formidable. Il n'y a que le foot qui permet ce type de rassemblement. Pas que le foot. Mais... cohésion. Jean-François Longeau. Non. Non, il n'y a pas que le foot. Non, moi je crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans nos municipalités, dans nos communes, nous offrons un panel, que ce soit d'ailleurs sportif, que ce soit culturel ou autre, et qui permet à un certain nombre de jeunes de choisir. Moi, je vous donnerai un exemple. Je voulais impérativement que mon gamin joue au foot. Et quand il a pu commencer à m'expliquer qu'il n'aimait pas jouer au football, il a fait autre chose. Et aujourd'hui, il excelle dans un sport complètement différent. Donc je crois qu'à la différence d'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années où les gens n'avaient pas trop le choix, c'était le football ou alors le football. Aujourd'hui, dans les municipalités, vous pouvez jouer au football, vous pouvez jouer au rugby, vous pouvez faire de l'athlétisme, vous pouvez jouer au tennis de table. Je crois qu'il y a quand même, on offre quand même un certain nombre de choses. Et c'est ça aussi la diversité à travers le sport. Je crois que c'est important. Et puis pour venir... Moi, je ne sais pas s'il faut qu'on revienne sur ces polémiques parce que quelqu'un a lancé un jour, ouais, l'équipe de France, les Noirs. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau. Vous savez, parce qu'on a le même panneau. Moi, j'ai été maire d'une commune de 4200 habitants. De temps en temps, j'entendais dire, oui, mais enfin, celui-là, il joue au football, puis il habite pas Ornans. Bah oui, d'accord, ok, il habite pas Ornans. Oui, bien sûr, il habite à côté, Besançon. Oui, parce que n'importe comment, si vous faites une équipe qu'avec les gens qui sont dans le coin, je ne suis pas sûr que vous fassiez une équipe à la fois performante, puis que vous ayez le nombre. Très rapidement, pour conclure ce débat, Joachim Barbier, vous dites qu'il y a quand même un regain d'intérêt, une évolution et un goût plus prononcé, alors même si Jean-Claude Boulard n'aime pas ce mot, des élites pour le football ? Bah oui, enfin, c'est 98. Avant, aimer le foot n'était pas très bien vu dans les cercles des élites, même si vous n'aimez pas ce mot. Et c'est vrai que la France avait un retard et la France n'a pas une culture de football qui est très forte, contrairement à nos pays voisins. Vous allez en Italie, en Espagne, la question c'est pas si vous aimez le foot ou pas, c'est quel club vous supportez. Alors qu'en France, c'est encore quelque chose qui est à la marge de la société et qui est régulièrement quand même critiqué. À la fois, alors ce qui est marrant, c'est à gauche, parce qu'on a l'impression que c'est l'opium du peuple et que ça évite, ou à l'extrême gauche, les gens de faire la révolution. Merci Joachim Barbier, merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, votre émission va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. Bonne soirée, à demain.